Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Oui, du coup, je vais essayer de ne pas spoiler les premiers épisodes à Julie. Comment ça, tu vas essayer? Tu spoileras rien du tout, là. Après, si tu spoil... Non, mais en vrai, on est je plusieurs à pas devoir être spoil. Je spoil rien parce que c'est des trucs qui étaient... En fait, c'est les premiers trucs dont j'ai entendu. C'est les premiers retours que j'ai eus avant même qu'on me parle de la série, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un shitstorm énorme, comme toutes les séries très attendues. Un rating de ouf, de merde sur les premiers... Enfin, à la release de Rings of Power. Genre des 1 étoile avec c'est à chier, c'est de la merde. Enfin, on n'en veut pas, quoi. La moyenne IMDb, elle a combien? Elle est 6 ou un truc comme ça, je sais plus quoi, ouais, un truc vraiment atroce, quoi. Et ouais, donc du coup, qu'est-ce qu'a fait Amazon? Amazon, sur les 72 heures après la release, a bloqué toutes les reviews et critiques, parce que là, ça partait en vrille, quoi. C'est un vrai stomp de tous les viewers potentiels et qui venaient mettre un étoile, quoi. Et à la base de l'argumentaire de 90% de ces gens-là, c'était pourquoi est-ce qu'ils ont mis des nains et des elfes noirs? Okay. C'est ça. Et des hobbits aussi. Et des femmes sans barbe chez les nains. Sans barbe, mais des femmes, en fait. Parce que... Pourquoi ils ont mis des femmes? Pourquoi des femmes? Alors que Tolkien déteste les femmes. Voilà. Et c'est les premiers trucs dont j'ai entendu parler avant même de... Mais ça avait commencé à la bande-annonce, hein, bien avant que ça sorte, en fait. Ouais. Déjà cet été... Mais c'est un peu le sport national, international en ce moment. Ils ont fait pareil avec La Petite Sirène. Exactement. Ouais, mais du coup, en fait... Au même titre que, je me rappelle, parce que j'avais su à ce moment-là, mais avant que The Witcher sorte, ils ont refait un remaniement de casting, justement parce que les gens n'étaient pas assez blancs. Ah, d'accord. Okay. Parce que là, ils sont translucides, hein, quand même, dans The Witcher, en termes de colorimétrie. Hein. Et j'aime beaucoup cette série. En plus, j'aime beaucoup la série. Hein, mais effectivement, parce que la fanbase qui avait lu les bouquins n'était pas contente parce qu'il était spécifié que tous les Witcher étaient blancs parce que les gens du Nord. Il y avait, c'était sur le choix de Triss, il me semble, enfin de l'actrice qui joue Triss. Non, peut-être pas Triss, ou Yennefer. Je crois que c'était sur Yennefer et un des compagnons de Gérald. Enfin bref, le casting a été remanié suite à la pression des fans. T'as mis des gros guillemets à fans, on le voit pas. Ouais. Parce que si c'est des fans, mais voilà, des fans spécifiques, quoi. Hardcore. Voilà, exactement. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, sur Rings of Power, ils peuvent pas remanier le truc. Enfin, les mecs, ils ont mis, je sais pas, 20 millions, je crois que c'était, ou un truc comme ça, un truc assez gigantesque. Par épisode, tu veux dire? Par épisode? Ça, à mon avis, c'est par épisode. Sinon, 20 millions, c'est pas beaucoup. Ouais, bah, je pense on s'entend là. Non, et puis leur budget, ils étaient annoncés par épisode. Mais c'est quand même un truc assez dingue parce que je suis pas non plus une ultra spécialiste de Tolkien, mais on sait qu'il était pas très tolérant, on sait qu'il était assez suprémaciste. Non, j'exagère peut-être un peu, mais c'est pas parce que l'auteur, à son époque, a créé une œuvre dans un certain contexte et avec ses travers à lui que les adaptations qu'on en fait aujourd'hui doivent reprendre ces travers-là. Au contraire, je pense qu'on aime tous l'œuvre. Justement, participons à corriger ce qui n'allait pas autour de l'œuvre pour en faire une adaptation qui convient en fait au monde moderne d'aujourd'hui. Et c'est le propre d'une adaptation, c'est que de toute façon, quand tu adaptes un bouquin pour en faire un film ou une série, tu fais des choix. Tu fais des choix parce que tu changes déjà de forme et de médium. Donc, à partir du moment où tu fais des choix, pourquoi ces choix ne peuvent pas aller jusqu'à transcender aussi des visions de l'auteur
En plus, quand ces visions-là sont quand même contestables. Hein, voilà. Et puis franchement, c'est des détails. Et puis effectivement, on dit oui, il a fait comme ça, donc faut pas le changer. Et il faut pas faire cette vision. Alors j'ai lu woke partout, tout ça aujourd'hui, mais en fait, l'auteur, lui, il a écrit un peu dans son époque, même s'il était quand même bien conservateur. Il a écrit à son époque. Pourquoi les scénaristes qui reprennent et qui adaptent, parce que c'est quand même une adaptation, donc c'est une réécriture. Pourquoi eux n'écriraient pas avec les standards de notre époque, quoi. Donc je sais pas, ça marche pas, quoi. Absolument. Après, les gens se sentent je sais pas, attaqués sur leur connaissance du Lord of the Ring. En fait, c'est con, quoi, parce que c'est-à-dire que rien ne changerait. Et c'était, par exemple, c'était Astier qui disait ça dans les bonus de Camelot, où il expliquait que, en fait, la légende du roi Arthur, il dit, c'est une légende, en fait. Donc chacun peut se l'approprier et en faire son interprétation, et c'est ça qui l'enrichit. Et en fait, chaque interprétation, chaque adaptation fait cette légende, en fait. La légende, c'est pas juste le premier truc qui a été écrit, et en plus qui a été interprété, etc. Et chacun se l'approprie. Donc pourquoi pas sur Lord of the Rings, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a quand même d'autres œuvres avec lesquelles ça pose moins de problèmes. Alors je sais pas, mais House of the Dragon, il n'y a pas... j'ai pas vu spécialement, en tout cas, il n'y a pas eu de levée de bouclier, j'ai l'impression, sur les Vélarians qui sont noirs. Alors on aurait très bien pu dire, oui, je sais pas, Old Valyria, les gens sont blond platine, je comprends pas qu'ils aient une carnation foncée. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait... trop de débats là-dessus. Alors pourquoi certains fans de certaines œuvres sont plus virulents sur le sujet que d'autres, je sais pas, je m'interroge. Il y a peut-être des choses, faut pas y toucher, comme Disney, comme Tolkien. J'ai des trucs genre ah putain, ils ont introduit un elfe avec des cheveux courts. Ouais. Et je fais mais les gars, en fait, on s'en fout. Enfin, ça change pas l'histoire. Et en fait, moi, ce qui me rend ouf, parce que ça gâche le plaisir un peu que moi j'ai en tant que non fan de Tolkien, parce que j'ai pas assez lu Tolkien pour me considérer comme tel. Et ça gâche tout le plaisir de juste kiffer. Et moi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes et là, je suis en mode, mais moi, je comprends pas pourquoi il s'est pris un stomp de malade, parce que je le trouve super beau, tu vois. Et tu vois, même côté rythme et tout, c'est un peu lent, bref, mais c'est pas aussi catastrophique que ce que j'ai pu voir, genre La Roue du Temps sur Prime, tu vois. Ça, c'est vraiment la merde. Non, je rigole. mais voilà, tout ça pour... en fait, j'essaye de rationaliser le truc et j'essaye de me demander pourquoi, est-ce qu'il y a une vraie raison derrière cette haine intense sur Rings of Power. Non, mais c'est le truc de pas toucher à son univers, tu vois. Et ça le fait aussi, tu vois, sur Marvel, ça le fait sur plein de trucs. Parce que effectivement, c'est pas canon, ou ça adapte entre guillemets mal, avec beaucoup de guillemets, les œuvres qui ont été dont s'inspirent les œuvres cinématographiques et tout ça. Donc, mais c'est piquy, quoi. Enfin, pourquoi se sentir offensé soi-même en tant que fan que d'autres auteurs interprètent la vision d'un autre auteur, quoi. En fait, c'est assez bizarre, quoi. Il y en a qui ont vraiment crié au scandale aussi. Et dans Ring of Power, il n'y a pas que l'aspect des hobbits noirs, des elfes noirs, des trucs comme ça. Il y a aussi le fait qu'au niveau chronologique, c'est complètement c'est faux, entre guillemets, si tu prends en compte la chronologie qu'il y a dans le Silmarillion ou dans les appendices A et B du Seigneur des Anneaux, dont s'inspire énormément la série. Donc il y a plein de trucs faux, pareil pour Galadriel, pareil pour la mort de son frère, etc. Ouais, mais ça, je l'entends plus. Tu vois, et puis l'apparition du mec qui tombe du ciel, etc. Ça se passe pas du tout au même moment que ce qui se passe avec Elrond et tout ça, mais en fait on s'en fout. Je veux dire, enfin, pourquoi vouloir exactement caler au truc quelque chose qui est pas calable, en fait. Non, mais c'est ça, en fait, je pense que la plupart des gens se sont dit, si vous n'êtes pas capable de faire un truc qui colle à la lettre, à la chronologie, en fait, faites-le pas. C'est une adaptation. Non, mais c'est ça, en fait. Et puis, c'est qu'une œuvre, quoi. Enfin, je veux dire, mais moi non plus, j'ai pas compris. Et justement, je me disais, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas assez de connaissances sur le lore. Tu vois, moi, je peux pas me permettre de juger ça. Mais en vrai, je pense que t'as pas besoin d'avoir des connaissances. Tu vois, c'est comme les films Marvel et les trucs comme ça. C'est que t'as pas besoin, normalement, pour apprécier une œuvre, d'avoir la connaissance derrière. Ouais, parce que s'il fallait systématiquement avoir lu l'œuvre mère pour regarder la série, je pense que Amazon n'aurait pas trop rentabilisé leur série, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui sont fans de bouquins. The Witcher, si tu connais pas le lore, c'est chaud, tu vois. Parce que The Witcher, par exemple, je trouve que la saison 1 de The Witcher, elle est absolument
impossible à matérialiser, à quantifier ce que tu veux. Si moi, j'ai kiffé de ouf sans avoir le lore, zéro, quoi. Et puis, t'as le droit de pas aimer, en fait. Voilà, tout simplement, quoi. C'est comme quand un artiste fait une reprise d'un autre artiste, t'as le droit de pas aimer sa reprise. Et ça, c'est pas ça qui va détruire l'amour que t'as pour l'œuvre ou l'auteur originel, en fait. Est-ce qu'on peut inventer un concept de fan fragility? Oui, et je pense que c'est un peu toujours le même, d'ailleurs. Voilà, tout ça pour dire que moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'ai bien aimé. Voilà. Et que du coup, voilà quoi. Voilà. Que du coup, je peux lancer. Quoi. Ouais. Bisous. C'était pas une chronique. Hello à tous, je vais d'abord commencer par un petit message en espérant que nos auditeurs ont bien reçu les cartes postales de cet été. J'en profite pour remercier encore une fois nos patronautes et nos chroniqueurs d'avoir pris le micro afin de partager leur coup de cœur du moment. Et j'enchaîne tout de suite avec l'intro, parce qu'on a quand même cette intro. Le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On commence par le traditionnel tour de table de la rentrée, avec celle qui fait des stories Instagram assez mystérieuses dans des ports couverts de brume à 5h du matin. Ah bon ? Je vais rater ça. Oh. Alors, c'était pas du tout à 5h du matin, okay, c'était la fête de la sardine, et c'était en plein mois d'août, et c'était un super moment. C'est encore mieux. Voilà. Non, mais en fait, si vous aviez vu le truc, je sais pas, si t'as dû la garder, mais je sais pas, je pense que je m'étais levée tôt à ce moment-là, et j'étais tombée dessus, et c'est une photo floue. C'est même pas une vidéo, tu vois, c'est une photo floue. C'est bien le flou, moi j'aime le flou. C'est flou et c'est jaune, c'est complètement Lynch en fait. C'est très bien. Voilà. Et voilà, et ça m'avait marqué. Mais sinon, comment tu vas, Julie ? Écoute, ça va très bien depuis la fête de la sardine. Je suis de retour à Paris et ça roule. Et de quoi tu nous parles pour cet épisode ? Je vais vous parler de voyage à vélo. Tadadam. En plus, on vous l'avait teasé, ce sujet. Oui, je crois. C'était dans le Slack quand on organisait. Non, parce que je crois qu'on l'avait mentionné. Ouais, c'est même toi qui as suggéré. C'est vrai. Ouais, c'est grâce à moi, j'ai sponsorisé la chronique. C'est vrai. Et justement, parce que toi aussi, tu reviens d'un voyage assez intense. Ouais, alors il n'y a pas de sardines dans mon voyage, mais moi, c'est une carte postale XXL que je vais faire, en fait. Un peu le prolongement. Je vais raconter ma vie, clairement. En fait, il n'a pas pu faire sa carte postale à temps pour cet été, du coup. C'est faux. J'ai parlé de... j'ai oublié The Last Stop. Mais ouais. Non, là, c'était pas The Last Stop, mais j'en ai fait plein des stops et je vais vous les raconter. Très bien. Et ça va pour répondre à la question que tu m'as pas posée. Ouais. Si, maintenant, je te la pose. Ah, ça va. Et toi ? Ça va ? Ouais, ça va. Et enfin, on termine notre tour des tables avec Cutrus. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Cutrus ? Très très bien, merci. Et de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? Je vais vous parler de tout, partout, à la fois. C'est chronique, c'est... Tout le temps ? Un voyage. Tout le temps. Partout. En tout endroit, en tout lieu ? Exactement. Oui. À toute heure. C'est une chanson, ça, non ? Je sais pas. C'est peut-être une chanson, c'est forcément une chanson. Mais c'est parti du coup pour le premier sujet. Imaginez le backpacking et ajouter tout ça avec un vélo. Du coup, ça fait quoi exactement, Julie ? Alors, ça fait bikepacking. Waouh. Mot valise. Donc, le bikepacking, c'est une des expressions, parmi d'autres, pour désigner une seule et même chose, le voyage à vélo. Donc, aujourd'hui, quand on est moderne, on va parler de bikepacking, mais il y a quelques années, on parlait de cyclotourisme, ou quand on pense à nos aînés, de randonnée à vélo. Mais... tout ça, c'est la même chose. L'idée, c'est voyager avec son vélo comme moyen de transport, mais aussi comme véhicule qui permet d'avoir une certaine autonomie dans le transport. Autonomie totale, voire quasi totale, en fonction de ce qu'on emmène. Et on peut partir comme ça pour 2 jours, 4 jours, une semaine, 1 mois, 1 an, juste avec son vélo et ses affaires dessus.
Donc c'est entre la rando en itinérance à pied, avec son sac à dos, ou la van life, mais sans le van, mais avec un vélo à la place. Life. La van life, ouais, ça me fait penser. Le bikepacking peut aussi se combiner avec la van life. Ah, On intéressant. peut avoir un van et et un kayak sur le toit et une planche de surf et un vélo derrière. Enfin voilà, ça peut se combiner. Quoi? Ah oui, d'accord. Bon, moi j'ai pas de van, j'ai un vélo. Et pourquoi j'aime faire des voyages à vélo? Parce que je trouve que c'est un excellent moyen de voyager. Parce que le vélo, contrairement à la voiture, ça permet d'accéder quand même à tout un tas d'endroits. On peut dire tous les endroits sur la planète, à part l'eau, et encore. On peut prendre un ferry avec son vélo. Mais du coup, t'es sur le ferry, t'es plus sur le vélo. Exactement. Mais c'est peut ça être qui est sur le super, vélo. c'est que ton C'est de la vélo, ferry life. il peut aller dans d'autres moyens de transport. Ton vélo peut aller dans un camion, ton vélo peut aller dans un train, ton vélo peut aller dans un ferry. Alors que Et l'inverse, c'est pas vrai. voilà, tu peux pas mettre un Enfin, ferry c'est dangereux, sur un du vélo. coup. Non. Ouais, c'est ça. Et le vélo, astuce, ça permet de se déplacer quand même un peu plus vite qu'à pied, donc ça permet quand même de traverser plus de paysages. Mais ça fait mal quand même le vélo. Alors, ça fait mal, mais devinez quoi, on peut faire quand même beaucoup de kilomètres avec le vélo. Et à peu près n'importe qui peut faire au minimum entre 30, 40, 50 kilomètres par jour sans avoir le moindre entraînement. Parce 30, que ça 40. reste quand même un Si- sport qui si est t'es sur du plat. accessible. Si t'es sur du plat. En Voilà. descente, alors. Moi, je veux bien. mais- Bon, je suis sûre que tu fais bien plus. Rappelons-nous quand même que c'est un des sports privilégiés des retraités allemands. Donc, je pense que si à 70 ans, Bon, alors ils là, sont capables de non. faire du vélo, Zergoat. on peut le faire également. J'ai une petite pensée émue pour ce couple de retraités que j'ai rencontré en Suède, avec ce petit monsieur qui avait son hoodie Eurovélo et qui était avec sa femme. Et ça faisait 40 ans qu'ils parcouraient l'Europe à vélo. Et puis, ils étaient tous les deux avec leur petit vélo. Ils prenaient leur temps, voilà. Ils allaient à une cadence tranquille, mais ils étaient en pleine forme. Et c'est quand même un mode de voyage qui reste accessible à tous, dans le sens où c'est aussi des projets qu'on peut faire en famille. Je vois aussi souvent des couples avec des jeunes enfants. Donc, soit ils sont tout petits, tu peux les mettre dans des sortes de carrioles. Donc, ça, c'est pratique. Soit ils sont un peu plus grands et ils ont leur propre vélo. Donc là, forcément, tu roules un peu moins. Mais il y a aussi des systèmes de vélos d'enfants qui s'accrochent au vélo d'adultes. Donc, comme ça, l'enfant a l'impression quand même de pédaler, Pédale de faire dans un le vide. effort et de participer au truc. Il pédale, mais bon, il est quand même un peu tracté par son parent. L'idée vraiment sur la forme physique du voyage à vélo, c'est que tout est possible. Il s'agit juste d'adapter la longueur du parcours et le niveau de difficulté avec sa forme et son envie. Et puis si en plus on est sportif et qu'on aime l'aventure, raison de plus pour se lancer à fond dans cette aventure. Alors, voyage à vélo, c'est bien, mais où est-ce qu'on va ? Donc, pour commencer, si on n'en a jamais fait, on peut aller pas loin, on peut aller en France, car ce beau pays nous offre tout un réseau de canaux. Et ce qui est pratique avec les canaux, c'est que les canaux, c'est plat, donc pas de dénivelé, on est tranquille. On roule au bord de l'eau, il n'y a pas de voiture, c'est cool, tout va bien. Et puis, on ne peut pas se perdre parce qu'il faut juste suivre le canal, quoi. La Beauce, terre d'aventure. Exactement. La France nous offre aussi tout un réseau d'anciennes voies ferrées, donc de voies désaffectées et qui souvent sont converties en voies vertes. Donc, c'est aussi l'occasion d'avoir des belles pistes cyclables et aussi des fleuves qui nous permettent de parcourir des distances un peu plus grandes en suivant le cours de l'eau. Vous pouvez par exemple partir de Paris pour aller jusqu'où ? Au Mont-Saint-Michel, Michel, grâce à la Vélocénie. qui était en Normandie, en Bretagne. Oh. En On ne Bretagne. sait pas. En Normandie. À Voilà, gauche de Paris. sur une À gauche. île. Donc, tranquillement, en descendant le cours de l'eau, vous pouvez arriver jusqu'à ce lieu de villégiature. Vous pouvez aussi suivre la Loire à vélo. Ça vous permet d'arriver jusqu'à Nantes et ensuite de prendre d'autres canaux. Si vous êtes comme nous, habitants de Paris ou proche Paris, il y a aussi des régions magnifiques très prisées par les cyclistes qui sont facilement accessibles, notamment depuis Fontainebleau. Je pense à la vallée de Chevreuse.
Vous avez des petits villages magnifiques. Vous pouvez vous faire un petit kiff sur 2-3 jours en suivant les bords du Loing, en faisant le tour des plus jolis villages. Vous pouvez suivre aussi les bords de Marne. C'est très facilement accessible et même depuis Paris. Vous pouvez partir directement de Paris avec votre vélo, ce qui est cool. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut se faire pendant vos vacances. Vous êtes quelque part et puis vous dites, OK, dans mes 15 jours de vacances, je prends 2-3 jours et je me fais une petite boucle en itinérance à vélo. Comme ça, j'ai le temps de revenir, de profiter quand même un peu des vacances, du barbecue avant de retourner au boulot. Ça, c'est important. Vous pouvez aussi rouler en Europe et là à peu près partout parce que il y a ces voies qu'on appelle les Eurovélos. Donc ce sont des circuits un petit peu comme les circuits de grande randonnée et qui traversent toute l'Europe. Il y en a 19 en tout. Les plus au nord vont jusqu'au pôle Nord et ensuite au sud ça descend jusqu'en Sicile, jusqu'en Grèce, ça va jusqu'en Bulgarie. Et donc c'est des circuits qui sont plus ou moins balisés sur le chemin, plus ou moins voies cyclables ou pas, mais en tout cas, ils ont tous en commun de passer à travers des paysages magnifiques et vraiment de quadriller entièrement l'Europe. Et c'est assez cool de te dire que tu peux traverser 4-5 pays avec ton vélo. Moi, cet été, je me suis lancée dans l'aventure de l'Eurovélo 12. C'est une Eurovélo qui longe la mer du Nord. Elle commence ou elle termine, ça dépend dans quel sens on la prend, par Bergen, en Norvège. Elle suit toute la côte de la mer du Nord en Norvège, en Suède. Elle continue ensuite au Danemark, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni et Écosse. Donc c'est pas mal. Moi, je me suis arrêtée avant. Je me suis arrêtée à Copenhague. C'était déjà pas mal. Ça m'a pris bien 15 jours. C'était intense. Mais j'espère que je pourrai la continuer un jour pour aller jusqu'au bout. C'est pas vraiment la route de la gastronomie, par contre. Là. Non. Mais je vous en ai parlé. J'ai fait des découvertes quand même gastronomiques, dont le... Gundebrandalost. Ah oui, le fameux. Très, très important. Et le fromage en tube aussi. Ça, c'est une spécialité suédoise. C'est vraiment... Il y a différents goûts. Il y a des goûts bacon et tout. Pas se tromper avec le dentifrice, quoi. Ouais. Donc non, c'était pas terrible en termes de gastronomie. C'est combien de kilomètres La boucle qu'on a faite, on a fait à peu près 1300 km. Mais on est sur 17 jours. D'accord. Quelqu'un fait le calcul ou pas? Ouais, ça fait moins de 100 km par jour. Ouais. Ça, c'est un calcul facile. Ouais, on n'a pas tenu la moyenne de 100 km par jour. 70, un truc comme ça. Ouais, c'est déjà... C'est pas mal, ouais. Alors, faut bien arriver aussi à l'endroit de départ de votre boucle, parce que parfois, c'est pas toujours en bas de chez vous. Donc, il faut quand même privilégier le train. Alors, en France, le réseau TER, c'est assez facile pour monter avec votre vélo dedans. Vous n'aurez jamais trop de difficultés, les intercités aussi. Par contre, les grandes lignes, c'est quand même un peu plus galère. Il faut acheter un billet vélo. Il n'y a pas toujours la possibilité de monter son vélo dans le TGV, démonter, ou alors il faut qu'il soit plié, démonté. Pareil pour les lignes internationales aussi, même en Allemagne, où on s'imagine que Deutsche Bahn c'est OK, c'est pas toujours simple pour les grandes lignes. En plus, vous avez des gros vélos, vous, non ? Pour les bagages et tout, c'est pas... Alors, pas nécessairement. Tu peux avoir un vélo d'une taille complètement standard. Après, en effet, tes bagages te prennent de la place, mais les vélos en eux-mêmes ne sont pas spécialement volumineux. C'est juste que souvent, tu n'as pas d'emplacement réservé au vélo, donc pas de possibilité de rentrer un vélo non démonté dans le train. Alors, l'avion, ça reste possible. Je l'ai fait. En vrai, je recommande pas trop parce que c'est quand même beaucoup de logistique. C'est démonter son vélo, le mettre dans un carton spécial, l'emballer hyper bien de manière à ce qu'il ne soit pas abîmé pendant le transport. Ce qui veut dire bien une bonne heure et demie de remontage de vélo à l'aéroport une fois que tu es arrivé. C'est faisable, mais honnêtement, je pense que la prochaine fois, je me débrouillerai pour ne pas avoir à subir cette étape. Parce qu'en plus, tu dis qu'il y a un carton spécial, je vois à peu près la forme que ça, mais du coup, parce que quand tu y vas, ça c'est facile de mettre ton vélo dans le carton, mais après tu peux pas te balader avec ton carton. Tu fais Tout comment ? à fait. Donc soit tu fais une boucle et tu reviens à l'endroit de départ et tu récupères ton carton que tu as
laisser dans une laisser consigne. quelque part. Ouais. Soit alors on parle de cartons standards qui sont des voilà, il y a une certaine dimension, je sais pas, ça va faire 1,50 sur je sais pas 1 mètre, je dis n'importe quoi, ou alors tu toques chez un vélociste pour lui demander s'il a pas des cartons qui traînent pour récupérer ton carton et repartir à l'aéroport avec. Moi, quand je l'ai fait à l'aller, mais je l'ai pas fait au retour, parce qu'au retour, on est rentré en bus. Alors, on est rentré de Copenhague en bus. C'était une petite aventure, quand même. Ça a duré quelques heures. C'était un peu long. Tu raconteras ça dans l'épisode du bus packing, du coup. C'est ça, ouais, du bus packing. Mais beaucoup plus pratique parce que il s'agit juste de réserver sa place vélo. Le vélo est sur un rack à l'arrière du bus et franchement, c'est assez facile. Donc pratique, mais faut être prêt à faire une nuit en bus. Combien de temps? 20 heures, plus de 20 heures. Ouais. Ah. Ok. Ouais. Bon, c'était la bus life, quoi. C'est encore le step d'après de la van life. Oui, mais c'est l'occasion de regarder ces photos floues de la fête de la sardine. donc. C'est ça. D'écrire sa carte postale, C'est ça. planifier la suite. De faire dodo. Donc, pour les tracés, vous pouvez trouver plein d'infos sur les sites des Eurovélos qui vous montrent donc toutes ces routes magnifiques et aussi tous les sites un peu old school d'office du tourisme, de telle région à vélo. Voilà, vous trouverez sur des magnifiques sites des petites cartes qui vous proposeront des itinéraires. Alors, point important, l'équipement, parce que ça, c'est vraiment le gros du sujet. Une fois que vous êtes OK sur le principe de « je vais tester l'aventure pendant 2 jours, on verra où mes jambes me portent, au pire, je m'écroule dans un fossé », il vous faut quand même un minimum de choses pour partir. Donc, il vous faut déjà un vélo. De l'espoir aussi. Premièrement. De l'espoir. Il vous faut un vélo. Alors, j'ai envie de dire à peu près n'importe quoi comme vélo, du moment que ça roule et du moment qu'il est fiable, votre vélo. Donc, c'est sûr, on évite de partir, par exemple, avec un vélo-route carbone de 7 kg et des pneus tout fins pour partir c'est ce que j'allais dire. sur des rochers, par exemple, parce que le vélo ne va pas trop aimer. Mais vous pouvez faire votre voyage avec un vélo idéalement de type randonneuse, VTC, gravel, peu importe, du moment qu'il y a des pneus suffisamment gros pour tenir la route. Alors, si vous faites que du bitume, c'est easy. Si vous sortez un petit peu du bitume, il faut quand même des pneus un peu plus gros. Et surtout, pensez à faire réviser votre vélo avant de partir et d'avoir sur vous quand même le kit de survie du vélo, à savoir une chambre à air, des rustines, une mini-pompe, des démonte-pneus et des petites clés de base. Ça, c'est vraiment le petit kit de survie. Ça tient dans une petite pochette et surtout, entraînez-vous au moins une fois avant de partir à changer une chambre à air. Parce que, évidemment, tu crèves toujours au milieu de la pampa. Et si tu n'es pas avec quelqu'un qui l'a déjà fait, faut savoir être autonome et puis le faire. Mais partant de là, tout va bien. Et a priori, si on ne décide pas de partir en plein milieu de la Patagonie, il y aura toujours à un moment donné un village avec... moyen Une peut-être une église, de la lumière, de trouver peut-être une chaîne si vous avez cassé votre chaîne. À titre perso, ça t'est arrivé combien de fois de changer, de crever, d'avoir un souci comme ça? Peut-être que tu allais y venir après. Mais... Ça m'est arrivé au moins sur ton voyage. une fois, mais... non, sur le voyage en Norvège-Suède, 0 crevaison. Bravo. Donc ça, c'était cool. Non, j'ai fait une fois une crevaison, vraiment en plus sur une piste... limite piste d'atterrissage bitumée, je sais même pas pourquoi j'ai crevé là et j'ai dû en faire une autre. Non, j'ai assez peu de crevaisons quand même. Donc a priori, quand on part avec le bon matos, ça va. Mais bon, faut quand même être prêt. Et pour être prêt, il faut quand même un petit équipement cycliste. Alors, pas la peine d'être full équipé de la tête aux pieds comme Miguel Indurain. Par contre, un indispensable. La casquette cochonou. Non. Ah. Oui, alors ça oui, Ok. très important. La gapette, ça c'est quand même super cool. De préférence cochonou. Voire à pois rouge, la casquette du meilleur grimpeur. Non, sans déconner, il faut un truc, c'est un cuissard. Mais de
Donc le cuissard, c'est le petit cycliste rembourré pour éviter d'avoir l'effet fesses en compote. Bon, de toute façon, vous aurez probablement les fesses en compote le lendemain du premier jour, ça c'est sûr. Mais ça ira quand même beaucoup mieux avec votre cuissard. Donc un cuissard, une petite gapette et un vêtement de pluie. Voilà, parce que la petite drache sur la gueule, t'es content d'avoir ton kawaii. Et un gilet jaune aussi, si jamais vous passez par... soit si vous faites de la départementale et qu'il y a de la voiture, soit si vous avez envie de vous arrêter à un rond-point pour foutre la merde, soit si vous traversez des zones brumeuses. C'est quand même de base, c'est pas pour les ronds-points, les gilets jaunes, c'est pour d'autres trucs, mais ok. Excuse-moi, j'ai... Vas-y. Bon, donc dans vos petits bagages, vous avez ça. Et pour porter tout votre attirail, alors vous avez 2 options. Soit vous avez l'option traditionnelle, donc c'est des sacoches, à l'avant ou à l'arrière, voire les deux si vous êtes très, très chargé. Ou sinon, il y a l'option bikepacking. Donc ce qu'on appelle maintenant bikepacking, c'est un peu la version moderne qui consiste à avoir... plusieurs bagages et du portage un peu réparti sur tout le vélo. Donc, il va y avoir un petit sac derrière la selle, des sacs de part et d'autre de la fourche, des sacs dans le cadre, et c'est vraiment des mini-sacs aussi au niveau du guidon qui vous permettent de répartir mieux le poids et d'avoir moins un vélo qui brinque-balle, surtout si vous faites des descentes féroces dans les cailloux. Bon, c'est aussi beaucoup une histoire de style et de mode, faut pas se mentir aussi. Après vient la question de l'autonomie. Donc, qu'est-ce que vous emmenez avec vous et à quel point vous êtes autonome ? C'est quand même bien d'avoir toujours à manger. Donc, en fonction des voyages que vous faites et de la densité de population qu'il y a sur le parcours, avoir 1 ou 2 repas d'avance sur soi, ça peut être quand même pas mal. Et surtout, plein de petits encas, des trucs faciles à manger, des barres de céréales, même limite des trucs que tu peux manger en roulant sans avoir à t'arrêter. C'est aussi important. De l'eau, évidemment. Et si vous avez envie vraiment de tenter l'aventure... autonomie totale, vous pouvez partir aussi avec une petite popote, donc des ustensiles de camping qui vous permettent de faire bouillir de l'eau, chauffer votre truc, faire votre café le matin. Ça prend un peu plus de place, mais il y a aussi des solutions camping assez light qui vous permettent de les porter à vélo. Pour le dodo, car oui, avec le bikepacking, vous pouvez être aussi en totale autonomie et faire du camping et emmener toutes vos affaires pour dormir dans la nature sur le vélo. En fait, j'ai trop de mal à imaginer comment tu peux partir, aller une vingtaine de jours, s'entraîner 30 kilos en plus sur ton vélo parce que tes bagages, parce que tes ustensiles, parce que, tu vois... Alors, ça, c'est des choix que tu fais, d'être plus ou moins light. Quand on a voyagé en Norvège, on croisait beaucoup de gens qui avaient à peu près le double de bagages que nous. Je pense qu'on devait rouler chacun avec 10 kilos, ce qui n'était pas énorme. Mais par contre, on avait vraiment réduit au strict minimum nos affaires. Donc pour le dodo, ça, pas de choix, il faut une tente. Enfin, pas de choix, non. Tu peux avoir aussi l'option tarp qui est beaucoup plus light, mais en vrai, ça... Enfin, beaucoup plus light en termes de couverture. En fait, c'est juste une sorte de bâche qui est au-dessus de toi et en dessous de toi. Et t'es un peu semi à la belle étoile, mais semi-couvert de la pluie. Après, en termes de place que prend le tarp sur ton portage, c'est pas beaucoup moins lourd ou beaucoup moins volumineux. Alors c'est sûr, ta tente, tu pars pas avec une 2 secondes parce que ça fait une légère prise au vent et ça ne tient pas sur le vélo. Donc c'est des tentes où tous les piquets se replient et ça fait une sorte de cylindre qui tient sur un porte-bagages. Il y a pas mal de marques qui font du light, que ce soit pour le vélo ou pour le camping, pour la randonnée à pied. Faut évidemment un bon sac de couchage, surtout si on part pas l'été. Il faut survivre pendant la nuit. Un petit matelas et avec ça, on peut tenir. Sur les fringues, si on n'a pas prévu de faire spécialement de la visite de musée, on n'a pas besoin d'avoir 12 000 tenues sur soi. Une petite tenue de ville, ça suffit, qui peut servir aussi de pyjama. C'est bien aussi d'avoir des choses qui sont toujours double fonction.
On oublie le jean dans la sacoche parce qu'un jean, ça prend de la place, c'est très lourd, donc ça ne sert à rien. On privilégie des matières synthétiques qui vous font un super style. Voilà. En tout cas, là, je suis partie ce week-end et j'avais à peu près autant de bagages pour 2 jours que pour 15 jours. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a un incompressible de bagages quand on part avec le couchage et la popote. Et puis, si on se limite à ça, ça reste un portage raisonnable. Donc tout ça, ça fait pas mal d'affaires. Si vous avez envie de tester l'aventure randonnée à vélo et que vous savez pas si ça va vous plaire ou pas, n'achetez pas des choses neuves. Faites-vous prêter des affaires. Il y a plein de gens autour de vous qui doivent avoir soit une paire de sacoches, soit une tente, soit... l'idée étant de tester si ça vous plaît. Et puis, si ça vous plaît, ensuite, petit à petit, on s'équipe en fonction des voyages plus ou moins longs qu'on prévoit de faire. Et pensez aussi à l'occasion aussi, Le Bon Coin, Troc Vélo. Il y a pas mal de groupes Facebook aussi spécialisés dans le vélo. On peut trouver... beaucoup de choses de seconde main. L'idée, c'est que ce soit pas non plus la passion coûteuse et que ce soit accessible pour tout le monde à partir du moment où on a un vélo. C'est quand même un sport qui draine pas mal aussi de passionnés, donc il y a aussi plein de gens qui ont l'achat compulsif et facile, mais ce qui fait aussi beaucoup de choses qu'on peut récupérer d'occasion et moins cher, donc ça c'est pas mal. Pour les petits aspects pratiques, enfin, pour les cartes, parce que faut bien savoir où on va. Donc, je recommande vachement les Eurovélos. Il y en a quand même 2-3 qui passent par la France, donc vous pouvez faire ces tronçons-là qu'il y a en France. Et pour toutes ces routes vélo, alors soit elles sont balisées et c'est tranquille parce qu'on suit les panneaux, c'est easy. Soit vous trouvez le tracé sur un site que vous téléchargez, donc c'est en format GPX, et donc vous téléchargez votre carte et vous l'ouvrez ensuite sur une app sur votre smartphone qui sait lire ce type de fichier, ce qui vous permet du coup d'avoir la map quand vous conduisez. Pas besoin d'acheter un système GPS spécifique vélo, vous pouvez le faire avec votre smartphone. Il y a plein d'applis qui permettent de suivre vos traces. Et voilà, pour terminer, si vous me demandez pourquoi je fais ça le week-end, pourquoi je prends la voiture quand il pleut pour aller dans le Morvan, pour aller faire du vélo alors qu'il fait froid et faire du camping, et pas rester sous la couette, c'est juste que le reward de ta fin de journée, quand tu fais ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Et le vieux sandwich que tu vas choper à la boulangerie, la saucisse frite de fin de journée et surtout la bière de 19h, c'est la meilleure que tu auras de ta vie. La douche au camping, ce sera genre un spa. Et surtout, c'est les meilleurs dodos que tu feras de toute ta vie, car à 21h30, tu t'endors et tu dors du meilleur sommeil. Voilà. Trop bien. Il y a aussi la solution chambre d'hôte. Tout à fait. Et tout ça. Alors, c'est aussi une autre option. Si tu as envie de faire du vélo, et alors soit parce que tu aimes ton confort, soit parce que tu as envie de pousser plus loin la performance sportive, tu peux te dire aussi que tu fais ton itinéraire avec tes nuits en hôtel ou en gîte à chaque étape. Donc ça, c'est une option qui marche vachement bien aussi. Ça peut se coupler avec un bon resto aussi le soir, ce qui peut faire plaisir. La seule chose, c'est que ça offre quand même moins de flexibilité. Il faut savoir qu'il faut arriver le soir à telle étape. Voilà, si on est fatigué, si tu as fait plus ou moins de kilomètres, tu sais que tu es quand même limité sur ce point de chute du soir, mais c'est aussi un bon format. Tu peux te faire une nuit sur 2 ou 3 pour dire t'avances un peu à ton rythme, mais au moins, dans 3 jours on sera là-bas. Quoi. Un entre deux. C'est ça. Juste pour clôturer un peu, côté budget, sur ta vingtaine de jours, est-ce que tu es capable de dire ce que tu as dépensé en ayant le... Alors, je te ferai pas... j'ai pas le budget global en tête, mais on a payé les billets d'avion, ça nous coûtait vraiment pas cher parce que c'était hors saison. Le billet de train pour rentrer,
Donc, je pense on doit être à moins de 300 € l'aller-retour. Et ensuite, la bouffe sur place, c'était vraiment genre du supermarché, de la boulange, de la brasserie. C'était vraiment petit budget. On s'est fait quand même des campings en Norvège et en Suède. Pour une raison simple, c'est qu'on avait du mal à avoir de l'électricité. Du coup, il fallait quand même qu'on passe par des campings au moins tous les 2 jours pour recharger les téléphones et les GPS. Donc, bon, il y avait quand même ce petit budget camping. Après, bon, c'est l'histoire de 20 €, 30 € la nuit. C'est pas non plus énorme. Et ce qui permet aussi, ce qui nous a permis de voyager dans ces pays qui sont quand même plutôt chers, avec un budget très raisonnable parce que t'as pas le budget hôtel et tout de suite, c'est beaucoup, beaucoup plus abordable. Ok. Et surtout, quand tu voyages dans des endroits un peu sauvages, la location de van ou de véhicules sur place, selon les pays, ça peut être très très cher. Ok, ben merci Julie pour nous avoir partagé ton morceau de voyage. Je peux poser une petite question. Ah pardon. Est-ce que tu as un objectif tu veux te faire toutes les Euroroutes? Est-ce que tu veux faire même plus loin? Tu te dis j'ai envie de rouler au Brésil? J'en sais rien. Alors faire toutes les Euroroutes, à part prendre ma retraite maintenant et faire ça H24 dès maintenant, de ta vie, j'adorerais. Pas ce week-end. À long terme. En fait, je reviens d'un trip et je me dis ok, le prochain j'ai envie de faire ça. Là, j'en ai toujours 2-3 sous le coude qui me font envie. Là, en petit truc, il paraît que les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, c'est très cool à vélo. C'est accessible depuis Saint-Malo, je crois, en ferry. Ouais. Donc c'est easy. Et j'ai une pote qui a fait, elle, cet été, elle a fait Bavière, Venise. Et ça avait l'air vraiment canon. Elle passait par la Forêt Noire et juste de terminer à Venise, t'arrives tout dégueu sur ton vélo. J'aimais bien l'idée. Donc, je pense que ça va être ceux-là, les prochains. Et puis après, au fil de l'eau, on verra pour les prochains. Ok, ce sera potentiellement d'autres sujets à venir dans le futur du Contrecast. C'est cool. Merci beaucoup Julie. Dans tous les cas, vous retrouverez tous les liens sur les Eurocircuits et autres trajets cycliques officiellement référencés et répertoriés. Mais merci beaucoup et contente de te revoir si épanouie de ce voyage. Et sans transition, c'était ma voix la plus creepy. Et bonjour. Pour le prochain sujet, c'est un peu... j'avoue que c'est un peu un ovni sur lequel moi je suis un peu tombée par hasard parmi les films SF qu'on a l'habitude de voir et gros blockbusters, pour lequel quasiment tout le monde à qui j'ai demandé l'avis m'ont dit tu vas soit adorer, soit détester. Et j'aime pas trop cette tournure de phrase parce que ça veut absolument rien dire. Du coup, j'ai pas vraiment et je comprends toujours pas en fait si ça vaut la peine qu'on s'y penche. Mais peut-être que toi, Ketrus, tu peux nous dire, tu peux déjà me donner une piste là-dessus. Absolument. Absolument. Oui, donc je vais vous parler donc de ce fameux film dont le titre québécois est tout partout, tout à la fois. Et en anglais, je déteste le dire en anglais, c'est Everything Everywhere All at Once. C'est très compliqué pour moi à dire. Et donc, c'est un film qui est sorti cet été, 5 mois après la sortie aux États-Unis d'ailleurs, il faut le savoir, de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. J'espère que je prononce bien. Et qui a à l'affiche des gens assez connus. Genre Michelle Yeoh, qui va jouer l'actrice principale, enfin le rôle principal. Michelle Yeoh, vous l'avez pu la voir dans Tigre et Dragon, par exemple, qui est une actrice hongkongaise qui, quand même, qui a une sacrée carrière quand on s'intéresse un peu à ce cinéma. Stéphanie Soo, je ne sais pas comment on le prononce, qui est une jeune actrice. Moi, j'avais pas vu dans d'autres films, et j'en reparlerai parce que sa performance m'a assez étonné. Il y a Ki Yu Chan, qui joue Waymon Wang, et vous le connaissez parce que vous l'avez vu sûrement quand vous étiez petit,
il jouait 2001 dans Indiana Jones, Ah oui. Oh la vache. dans le 2. Ok. Ah ouais, ok. Vous voyez qui c'est ? Ouais. Et autre figure emblématique des années 80, c'est James Hong, qui joue le grand-père en fait dans le film, et qui est en fait David Lopan, qui est bien sûr le grand méchant mandarin dans un des meilleurs films de Carpenter, qui est Big Trouble in Little China, qui est Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Évidemment, vous l'avez tous vu. Personne ne l'a vu. Bah si, de ouf. Ok. Donc, et qui a joué dans énormément de films. En fait, c'est vraiment une figure qui fait souvent des seconds rôles, voire premiers rôles chinois et asiatiques et dans les films américains. Vous l'avez sûrement vu. Cherchez son nom, vous verrez que vous le connaissez. Et aussi Jamie Lee Curtis, qui joue une agent de l'IRS, donc les impôts américains, qui est assez époustouflante. Donc qu'est-ce que c'est que ce film ? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui semble sorti de nulle part ? Moi j'avais vu une bande-annonce, je crois, peut-être en juin ou quelque chose comme ça, en me disant mais c'est quoi ce truc ? Ça parle de multivers, c'est fou, il y a Michel Yeo, il y a tout le monde. Enfin, tu te dis waouh, c'est quoi ce truc ? C'est Marvel ou quoi ? Non, c'est pas Marvel. Et c'est marrant d'ailleurs parce que Marvel a sorti un film sur le multiverse avec Doctor Strange il y a pas longtemps. Et effectivement, c'est un film qui a failli en fait ne jamais sortir en France au cinéma, comme beaucoup d'autres, des films comme ça qui sont censés ne pas faire d'entrée, en tout cas au cinéma en France, et qui sortent directement sur les plateformes de streaming. Mais on a eu la chance de la voir. Et avant de parler de l'histoire, donc c'est un film qui a été produit par une jeune société qui a 10 ans, en fait, qui s'appelle A24. Qui fait souvent des films un peu étranges. Ils avaient fait Moonlight ou aussi Swiss Army Man. Je sais pas si vous vous rappelez, avec Daniel Radcliffe, qui est un film génial, complètement barré. Impossible. Ouais, ils ont aussi fait la production de Midsommar. Un film aussi complètement barré. Dans un autre style. Dans un autre style dépressif. Et très très bizarre, mais que je vous conseille parce que c'est aussi un magnifique film, enfin, etc. Ils avaient sorti aussi Bling Ring de Sofia Coppola, etc. Donc ils sont quand même assez habitués aux films qui sortent un peu des sentiers battus. On pourrait presque appeler ça presque des films indépendants. Tellement ils se démarquent un peu des grosses productions américaines. Et pourtant, avec ce film-là, donc Everything Everywhere All at Once, ils sortent un film qui pourrait ressembler à un blockbuster parce que ça parle de science-fiction, ça parle de multiverse, c'est bourré d'action. Et ça en fait une espèce d'ovni dans les sorties cinéma de cette année. Alors c'est quoi l'histoire ? C'est compliqué parce qu'il va pas falloir que je spoile trop. Qui l'a vu ici ? Pas vu. Il y a que toi, Agnès. Ouais, il y a que moi. Mais tu l'as vu. Bon, tu vois pourquoi c'est compliqué, d'en parler sans spoiler. Comment ça parle de quoi ? Eh bien, ça parle d'une propriétaire, une mère de famille, d'une propriétaire d'une laverie aux États-Unis, chinoise. D'ailleurs, il parle beaucoup mandarin dans le film, et c'est assez agréable. Ça change un peu des films américains où ça parle que anglais. Et elle a un mari avec qui ça se passe un peu de façon plan-plan. Voilà, un mari qui est quand même assez marrant, qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours à faire des blagues, à sourire, etc. Elle a une fille qui est Joy, qui est lesbienne, et elle vit aussi avec son père, qui lui est plutôt vieille tradition, etc. Donc tu as déjà un choc de tradition, et le film commence un peu là-dessus, donc dans leur vie quotidienne, où tu vois Evelyn, donc l'actrice, le rôle principal, qui est en train de régler ses factures, de faire sa compta, parce qu'ils ont rendez-vous justement chez les impôts, pour voir s'ils peuvent ouvrir une autre boutique, s'ils peuvent continuer, etc. Voilà, donc quelque chose d'assez commun et d'assez terre à terre au demeurant. Et bien sûr, ça va switcher, ça va partir un peu en cacahuète. Et elle va se rendre compte, pendant le rendez-vous avec les impôts, donc, et la dame qui est incarnée par Jamie Lee Curtis. Faudrait que je vous la décrive d'ailleurs, cette dame, parce que je sais pas, Anya, faut que tu m'aides un peu sur ce truc-là, parce que c'est une vieille dame un peu ventripotente, l'air sévère, avec des lunettes qui la mettent pas en valeur. Ventripotente ?
Ouais. Ouais, Jamie Lee Curtis, ventre potente. Avec une belle bouée en tout cas. Ok. Tu vois, vraiment. Ouais, ils l'ont vraiment. Ouais. Ils l'ont vraiment rendu moche. Ils l'ont pas raté. Ouais. quoi. Dans des couleurs bien évidemment très voilà. Très, un jaune paperasse, moutarde délavé avec un vert C'est vraiment pas saillant, quoi. Voilà. Genre vraiment. un peu fait de la sardine, tu vois. Arrête, c'est trop stylé. Non, mais, tu vois le truc déprimant dans des bureaux assez impersonnels. Ouais, c'est ça, impersonnel. Pas cool quoi. Donc c'est à dire qu'ils ont un rendez-vous quand même avec quelqu'un des impôts qui lui demande de tout justifier, dont une machine à karaoké. Ils ont beau expliquer qu'en fait c'était pour essayer d'un peu Diversifier les activités. Voilà. Et en plus, ils ne parlent pas très bien américain, enfin anglais. Oui. Du coup, normalement, la fille doit être là pour les aider à traduire tout ça. Donc, on est presque dans une fresque sociale à la Ken Loach au début. En même temps, tu parles d'austérité ou impersonnel, mais quand tu vas aux impôts, tu vas pas à Disney non plus, quoi. Enfin, c'est dans l'image du truc, non? C'est qu'a priori, forcé. c'est pas un moment fun. Voilà. Donc c'est bien fait, enfin, c'est bien représenté. Exactement. En mode, c'est chiant, quoi. Mais bon, t'as un petit côté déjà décalé, et franchement, Jamie Curtis, c'est on dirait un personnage des chiens, quoi. Mais pas débile et plutôt antipathique et assez sévère. Et d'un seul coup, elle va se rendre compte, je vous dis pas de quelle façon, que son mari a un comportement étrange et qu'elle a l'impression que c'est pas son mari. Et en fait, elle va se retrouver projetée dans une autre dimension, un autre univers parallèle. En plein milieu de l'interview, et je spoilerai que ça, et que du coup elle est en même temps en train d'écouter cet agent des impôts et en même temps en train de parler dans un placard à balai avec un mec qui ressemble beaucoup à son mari mais qui n'est pas vraiment son mari, et qui commence à lui expliquer qu'en fait il y a des univers parallèles partout et que ça commence à craindre parce qu'il y a un danger imminent qui est en train de menacer tout l'équilibre structurel de tous les univers parallèles. Et que donc on a une version de nous-mêmes, on a des versions de nous-mêmes qui sont infinies, parce qu'en fait, chaque choix que tu as pu ou que tu aurais pu faire dans ta vie, décider d'abandonner le foot, enfin c'est pas dans le film, hein, mais décider en fait de quitter cette personne, de plutôt accepter ce rendez-vous avec celle-ci, acheter la machine de karaoké ou pas, de partir faire un trip en vélo en Suède, ou en Belgique. Ce genre de choses, en fait, ce genre de choix te crée un nouvel univers où tu as une version de toi-même qui est différente. C'est le what if récurrent, quoi, en fait. C'est un what if récurrent. Voilà. Et donc, évidemment, tout est basé là-dessus. Et il va y avoir, évidemment, des sauts. On va voir les aperçus des différents mondes parallèles. Je sais pas si on peut dire monde parallèle, oui, c'est ça. Si, oui. c'est ça. Autre univers. Donc, vraiment la vision du multiverse, comme vous pouvez nous l'écrire un peu Marvel. Et tout va jouer là-dessus. Je peux pas vraiment en dire beaucoup plus là-dessus parce que sinon ça va vous spoiler énormément. Bon, là, je peux vous spoiler que c'est des multiverses parce que de toute façon, ça a été dit, redit, puis c'est dans la bande-annonce. Et tout est basé là-dessus. Mais surtout, ce film est un chef-d'œuvre pour moi de réalisation. C'est-à-dire qu'il y a des images époustouflantes, ça joue énormément justement sur tout ce qui est univers parallèle et mélange justement d'univers qui se croisent visuellement, des couches qui vont s'aligner, qui vont soit aller très vite de façon presque épileptique. Il y a une scène incroyable avec un plan fixe sur Michelle Yeoh et où tout change autour d'elle et elle-même, etc. Je me suis dit merde, je vais faire une crise d'épilepsie ou un truc comme ça. Mais c'est magnifique en fait, c'est super beau. Le fait qu'il y ait des univers parallèles, évidemment, dans tous les films de ce genre ou toutes les créations de ce genre artistique, ça veut dire qu'on va s'amuser à jouer avec les genres cinématographiques, les genres visuels. Voilà, donc en fait, t'as des moments où ça va être un peu film noir, et puis d'autres moments, ça va être très futuriste. D'autres moments, ça va être complètement what the fuck. T'as une version où je peux pas le dire, c'est un peu gâcher l'effet, mais Non, ouais. T'as les personnages principaux qui se retrouvent avec des particularités physiques différentes et c'est ultra drôle. T'as quand même dans ce film, et je pense que vous avez peut-être vu passer ce mème-là parce que je l'ai vu beaucoup passer en fait sur internet, où t'as deux rochers en fait. T'as un plan sur deux rochers avec derrière le Grand Canyon et en fait les deux rochers se parlent. C'est complètement absurde, c'est complètement what the fuck, ce genre de choses. Voilà, et voilà, ce film c'est une espèce d'effervescence continue
continuelle de blagues, et c'est drôle, d'effets visuels, d'effets sonores, d'inventivité au niveau de la mise en scène, au niveau de la mise en scène, au niveau des effets spéciaux. Moi, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de SF qui m'en a mis autant plein la gueule. Parce que c'est pas conventionnel, évidemment Dune c'était fantastique, etc. Mais là t'as de la SF qui traite des univers parallèles qui est incroyable en fait. Avec 1/10 du budget. Faut s'imaginer que c'est du low budget sur tout et que en fait c'est un vrai chef-d'œuvre de réal parce que justement ils ont fait dans les contraintes et qu'il y a plein de trucs qui ont été faits genre à la mano en termes de FX quoi. C'est 20 millions de dollars. C'est 20 millions de dollars. Ouais. Marvel, le dernier Doctor Strange, c'est 200 millions de dollars pour se rendre compte en fait. Ouais. Donc voilà, quand je dis c'est du film Pas les indépendant, mêmes échelles, quoi. c'est à peu près, c'est à peu près ça quoi. Et après, calqué sur tout ce côté fantasy, enfin plutôt science-fiction, tu vas avoir une histoire qui est très centrée autour de la famille et des relations familiales, donc entre la mère, le père, la fille et le grand-père. Donc les conflits générationnels, l'éloignement que tu peux avoir avec ta fille, le fait qu'elle soit en plus homosexuelle, ça rajoute un petit truc dessus. La séparation entre les deux, parce qu'on l'apprend aussi au début du film, c'est que lui veut divorcer d'elle. Donc voilà, donc en fait t'as une mise en abîme de leur relation, de ce que ça aurait pu être, de ce que c'est devenu dans d'autres univers, est-ce qu'ils se seraient rencontrés dans d'autres situations, etc., etc. Et tout ça vraiment servi par un mélange visuel qui est très déroutant. Et moi je comprends que des gens puissent dire que tu n'aimes pas. Parce que des fois tu vas sauter d'un univers à l'autre sur la même scène en fait, avec le mouvement de l'actrice qui va en fait traverser entre guillemets le miroir de deux univers, mais elle va avoir le même mouvement, les mêmes interactions, mais qui vont avoir un sens différent par rapport à l'univers où ils sont. T'as une scène où elle discute avec son mari dans un van, et dans l'autre elle est en train de se battre dans l'immeuble des impôts par exemple. C'est ce genre de choses ça. Donc c'est vraiment c'est un tour de force où ils arrivent à te raconter en même temps le problème familial que ce couple a, et en même temps continuer la trame principale de ce danger imminent qui va provoquer la rupture de l'univers. Voilà, je suis désolé, ça peut paraître un peu abstrait, parce que je veux pas trop vous spoiler, mais c'est un film hallucinant, moi, qui m'a complètement retourné. J'ai très envie de retourner le voir, c'est clair. Malgré une fin un peu convenue, on va dire. Parce que de toute façon, je pense que ce genre de film à finir, c'est quasiment impossible. Comme tous les films avec des bons concepts de SF ou des bons concepts de fantasy, etc. Du moment que le concept marche, ça va. Mais en fait, pour finir une histoire comme ça, c'est ultra compliqué. C'est facile. Hein. En fait, c'était un rêve. En fait, c'était un rêve, c'est ça. Ça marche avec beaucoup de En films. fait, les gens étaient morts. Tu viens de révéler la fin du film, merci. Pardon. Donc voilà, ça c'est un peu le petit point noir de la fin du film, bien que des fois de temps en temps un peu de sentimentalisme et un peu de facilité dans l'écriture et de l'émotion forte mais facile, ça fait du bien, faut savoir se lâcher, surtout après un film extatique et surtout très très demandeur au niveau émotion, sens, je veux dire tes oreilles, tes yeux, ils en prennent plein la gueule et ça fait du bien. Et je vais m'arrêter là, mais je vous dis vraiment, allez voir ce film. C'est un petit bijou. Il a failli jamais sortir en France. Il se joue encore dans quelques salles, je crois. Très peu. Très peu. Ouais. Mais il y a eu quand même beaucoup de copies. Il y a eu presque 500 copies, je crois, en France. Un peu moins, 470. Ouais, mais tu vois, il a fait une petite entrée parce que pas tant de médiatisation. Il n'a pas fait tant une petite entrée que ça. Parce que la première semaine, il a quand même dépassé des films comme Bullet Train ou La Disparition, je crois que c'est ça. Et qui est bah ouais, mais tu vois, Bullet Train, c'était quand même le gros film avec Brad Pitt, tu vois. Donc voilà, allez voir ce film. Moi, j'ai hâte d'ailleurs si vous avez des retours à me faire dessus, moi, j'aimerais bien beaucoup en discuter. On a un petit Discord pour ça d'ailleurs. Et voilà. D'accord, on va y aller. Enfin, moi, j'ai envie en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, John, Julie? Pas de questions, mais ça m'a chauffé un peu ce côté un peu multivers où justement ça crée beaucoup de liberté. On peut
voir plein de choses. C'est assez chelou pour m'intriguer, donc du coup ça m'attire. Et après, je sais pas si j'irai au ciné le voir, mais au pire, il va sortir sur Netflix ou je sais pas Je où crois dans 2 ans. qu'il est déjà sorti en DVD, non? Je sais pas du tout. C'est quoi un DVD? Ah oui, C'est comme une cassette. C'est comme une Ah, cassette. c'est une VHS, Une quoi. cassette, mais plate. Moi, je te conseille de le voir au Cinoche quand même, si t'as encore le choix. On a toujours le choix, mais... Ah oui, j'ai vu qu'il est sorti le 31 août, donc il doit encore être dispo quand même. Ouais, mais c'est juste qu'il est... il est pas dans toutes les salles, quoi. Ok. Mais ouais, ça m'a chauffé. Ouais, je suis très curieuse, moi, du mélange indé, film d'auteur et action en même temps. Blockbuster. Franchement, j'ai très envie de voir ça, quoi. Je trouve que tu vois pas le budget. Ouais. Malgré le fait que l'essentiel des lieux de tournage, c'est une laverie et un immeuble de bureau. Et franchement, c'est fou, quoi. Alors, il y a beaucoup d'effets spéciaux et il y a beaucoup de post-prod, évidemment, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est un des petits chefs-d'œuvre de cette année à voir au cinéma. Ouais, et puis le casting, là. Le casting, il est fou. Je viens de regarder, après, je suis pas trop certain si c'est des seconds rôles ou quoi, mais plein de gens cool. En plus, ils ont dû s'éclater. Ah oui, du coup, j'ai pas parlé de cette actrice Stéphanie Sou. Sou, ouais. HSU, je sais pas comment tu le prononces celui-là. Et évidemment, comme c'est du multivers, les acteurs ont parfois des rôles avec des personnalités différentes. Et en fait, cette actrice, elle m'a tué, quoi, parce que elle est quand même à côté de pointure. Quand même, Michelle Yeoh, c'est pas n'importe qui. Lopan non plus. Et en fait, elle accroche l'image, elle accroche l'écran. C'est fou, quoi. Enfin, c'est vraiment aller le voir, au moins peut-être pour découvrir aussi cette actrice-là, ça vaut le coup. Et je pense que je la suivrai aussi dans ses prochains films parce que c'est une fantastique actrice. Ouais, et même Michelle Yeoh, hein, franchement, tu vois, moi j'ai que souvenir d'elle parce que je l'ai vue dans tous les films de kung-fu du monde sur les grosses, enfin, tu vois, au moins ceux qui ont été démocratisés. Mais oui, ça restera Tigre et Dragon pour moi. Mais elle est déjà dans mon cœur depuis très longtemps. Mais elle est immortelle, tu vois. C'est la nana, elle a quoi? Elle a 70 piges, un truc. Enfin, elle est sur l'approche de la 70. Elle est dingue. Elle est dingue, ouais. quoi. Et puis Jamie Lee Curtis aussi. Ouais. Rien que de voir ces deux femmes, tu vois, matures, ouais, qui est quand même quelque chose d'assez rare quand même dans le cinéma hollywoodien, quoi. Et les voir vraiment crever l'écran parce que c'est des rôles principaux, quoi. Franchement, tu te délectes de toutes leurs scènes où elles sont toutes les deux, etc. Enfin, c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà. Donc allez le voir. Ok. même par curiosité, je pense que c'est vraiment, c'est un vraiment, je dis vraiment petit ovni parce que ça fait longtemps que j'ai pas été surprise par quelque chose. Cinématographiquement parlant, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre, obviously il y a des chefs-d'œuvre effectivement de la SF qui sont sortis entre deux, mais sur lesquels c'était attendu, tu vois, où j'ai eu le waouh, mais sans le côté putain c'est ouf, j'ai jamais vu d'un truc comme ça. Ouais, ça m'a fait un petit effet aussi, ouais. Donc ouais, ça vaut le coup. Merci Cutrus. Sans transition, du coup, pour la dernière chronique de cet épisode. Et du coup, je vais me retourner vers toi, John. Parce que pendant que certaines personnes sillonnaient les routes et partaient à l'aventure avec leur vélo, toi aussi, tu as fait ton petit bout de chemin, même ton gros bout de chemin, et sillonné les routes de France. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces vacances, John Couscous? Eh bien, moi, je vais vous parler du car packing. En fait, on mettait tout dans le coffre. C'est plus pratique. Hein, il n'y a pas trop de problème de carton, machin, bref. Non, en fait, moi, je vais vous raconter un peu ma vie. Comme je disais, c'est une carte postale XL. À commencer par ma démission de travail, voilà, qui a justifié le moment où je me suis dit, je vous en parle après si vous voulez, il n'y a rien d'important, c'est juste pour introduire le truc. Hein. Et du coup, j'ai dit, chérie, on part en vacances, parce que là, je vais changer de contrat, autant faire ça entre les deux, je commence un peu plus tard, machin. Il y a un trou on va essayer de faire un trou entre les deux, et est-ce que ça te va? On part 2-3 semaines, ok, machin. On pose des jours, du coup. Et on voulait pas spécialement prendre l'avion aussi, parce que j'ai pas pris l'avion depuis 2019, sachez-le, alors que je le prenais genre plusieurs fois par an avant. Pas forcément pour des raisons de la planète, tout ça, juste plus la raison de Covid. J'ai pas envie de m'enfermer avec des gens pendant plusieurs heures, j'ai un peu le flip au début. Et puis au final, je me suis habitué à pas trop le prendre, donc c'est très bien. Donc je le vis très bien, et donc on a pris une voiture, et on s'est dit, viens, on va faire un tour en France.
Comment c'est venu J'ai dit à madame, ouais, on se balade. J'ai ma tante qui, à la fin du mois d'août, peut me prêter sa maison parce qu'elle va partir un petit peu. Viens, on fait un trip autour, quoi. J'ai dit ça en mode, vas-y, on verra plus tard. Et après, du coup, elle m'a fait un petit fichier Excel. Elle m'a dit, OK, on part 3 jours là, 4 jours là, etc. Vraiment. Donc, c'est trop cool. Merci à elle pour ça. Et c'était vraiment le projet, quoi. 18 jours, 3-4 nuits dans un endroit. Et on bouge un peu autour au fur et à mesure. Puis on rentre le soir dormir, pas dans une tente ou dans un sac de couchage, mais dans un truc sympa, quoi. Voilà. Donc, je vais vous raconter un peu tout ce qu'on a vu. Déjà, je vous raconte les à côté. On a mis, bien évidemment, plein de jeux dans la valise, plein de jeux de société et tout ça. On n'en a utilisé aucun, donc on s'est galéré à les porter pendant toutes les vacances pour au final se retrouver à jouer parfois à Board Game Arena, donc sur le téléphone. Sympa, mais bon, ouais, des fois tu prends toujours trop, hein, comme ça t'as du choix sur place, et là on a fait le choix de ne pas l'utiliser. On a beaucoup joué à Sea Salt and Pepper, mais je fais pas ma liste de coups de cœur, hein, c'est juste pour dire qu'on a fait d'autres trucs. J'ai pas mal joué à la PS Vita aussi, hein. On est en 2022, donc c'est important. Ça ressemble quand même vachement à des coups de cœur qui sont placés comme ça. Complètement, en mode un peu placé, mais en même temps je raconte ma vie et mes vacances, donc je suis un peu obligé. J'ai joué à, alors ça se dit Chasm, c'est C-H-A-S-M, mais voilà, c'est un Metroidvania en pixel art, bon c'est ma cam. On a fait aussi un peu de geocaching, parce qu'on se balade et forcément on trouve des petites boîtes de médicaments dans des trous dans les murs, quoi, ça c'est hyper excitant. Ouais, d'accord. Si comme ça. Vous voyez pas de quoi je parle, allez écouter l'épisode 7, qui est en lien dans la description du podcast, où Zef en parle beaucoup mieux que moi. On a fait aussi un peu de Pokémon Go, hein, parce que voilà, appli GPS, entre geocaching et Pokémon Go. Et on a fait aussi un peu de mon coup de cœur, mon vrai coup de cœur, dont je parle à la fin. Comme ça fait un vrai truc. Mais au final, dans les vacances, qu'est-ce qu'on a fait ? Ça, c'était un peu les à côté. Mais on a fait beaucoup de visites et beaucoup de restos. Parce que c'est ça les trucs cool de la vie. Parce que c'est la vie, en fait. C'est la vie, en fait. C'est vraiment trop bien. Donc, j'ai décidé de vous faire la liste de toutes les villes qu'on a visitées. Et après, j'ai un peu mes coups de cœur de villes. J'ai à peu près 17 coups de cœur dans cette chronique. On a eu 5 points de chute, on va dire, principalement. Le premier, c'était autour de Cahors, où on a visité Rocamadour, la Résurgence de Saint-Sauveur, Saint-Géry, Saint-Cirque-la-Popie, Limogne en Quercy ou encore la grotte du Pêche-Merle. Je vous reparlerai de certaines choses après. L'étape numéro 2, c'était plus autour de Pérolo, où il y avait notamment sur la route Villefranche de Rouergue, Rodez, Saint-Énimie, Lavenne-Armand, 13 km de canoë entre Saint-Énimie et la Malène, et ça c'était nul, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc du coup tu rames dans des cailloux, c'est absolument chiant. C'est lent du coup. C'est le problème de cet été. Ouais. Complètement, enfin voilà, donc merci de ne pas trop utiliser d'eau pour vos douches, etc. Merci Julie de contribuer pour qu'on ait plus d'eau, quoi. Merci d'être sale. Je fais ça pour vous, hein, les gars. C'est très gentil. Et non, plus sérieusement, on a fait un truc qui devait durer 3 heures et ça a duré 4, parce que des fois, il n'y a pas assez d'eau, donc une personne sort pour pousser. Des fois, ça suffit pas, donc 2 personnes sortent sur 2 pour pousser, et au final, c'est chiant, quoi. C'est très chiant. Donc, faites pas ça chez vous. La 3e étape, c'était autour de Montpellier, Béziers. Donc là, on a visité Narbonne, Gruissan, Carcassonne et Carente, petite ville de Carente. 4e point de chute, autour d'Avignon, avec les Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, Uzès et Vaison-la-Romaine en allant vers la 5e étape où il y a Lyon. Et là, on est resté, on a posé la voiture pendant 3 jours. On a fait le Vieux-Lyon, la Croix-Rousse, le musée cinéma et miniature, le Pardieu et la Tête d'Or pour terminer, où c'est un joli zoo où on peut voir des girafes en liberté gratuitement, et ça c'est assez cool. Ouais. Mais j'ai quand même fait un top du coup des destinations. Alors j'hésitais entre un top 3 et un top 5 des lieux et restaurants. Du coup j'ai fait 2 top 4. Voilà, tout simplement. Top 4, ah là là, mais ça n'a aucun sens. Je trouve que les règles c'est sont complètement un peu... inédit. Et je suis là pour casser les codes, donc c'est cool. Ok. Le premier lieu que j'ai cité, donc il n'y a pas forcément d'ordre, mais c'est, on va dire, les 4 qui m'ont le plus plu de par leur variété, les trucs sympas à faire, à voir, et pas forcément toujours à manger. Le premier, c'est Montpellier-le-Vieux. Et vous savez-vous où c'est, Montpellier-le-Vieux ? Non. Vous avez envie de croire que c'est à Montpellier ? Mais non. Et c'est à Millau. Et donc en fait, ça s'appelle le Chaos de Montpellier-le-Vieux, qui a été renommé en 2019 en Cité des Deux Pierres. Et là, c'est un peu plus parlant sur ce qu'on va y trouver. En fait, c'est des reliefs ruiniformes qui se sont formés dans le calcaire dolomitique du Causse et couvrent une surface d'environ 120 hectares. Bon, là, j'ai lu un peu la Wikipédia. Mais en gros, c'est une randonnée. C'est quoi ? C'est de la géologie ou c'est des bâtis ? C'est une randonnée avec des collines, une espèce de grande forêt. Il y a des cailloux qui ont des formes. Genre une tête d'ours, un sphinx ou une tête d'arlequin, quoi. Okay. Il faut l'imaginer. Mais genre naturel, genre c'est naturel. Pas l'homme qui l'a fait. Genre naturel, officiellement c'est naturel.
C'est dans cette zone où on a tourné la scène finale de La Grande Vadrouille, je crois, pour info. Donc bon, voilà, c'est ça pour la petite histoire. On a regardé la vidéo, faut le savoir. Il y a un caillou derrière. Enfin voilà. Vraiment. C'est Est-ce ça. qu'ils parlaient les cailloux ou pas dans Tu le peux les film. faire parler si tu veux. Mais Et bah, dans mon film, il parle. ah bah voilà. Bah, et réécoutez la chronique d'avant. Donc là, revenez 30 minutes en arrière. Non, bref, c'était pour le coup, c'est une rando assez agréable où on a dû rester peut-être 2 heures. C'est 8 € l'entrée juste pour visiter ce truc-là, mais après, bon, c'est bien balisé, tu peux le faire de manière autonome et c'est très cool. T'as l'option balade avec une tablette pour avoir un petit jeu en plus, machin, mais bon, on l'a pas prise. Ou encore petit train pour les plus feignants, pour ceux qui veulent pas rentrer. C'est trop bien les petits trucs. C'est trop bien, mais ouais, c'est pas mal, mais on l'a pas pris. bien, c'est oui, c'est bien. C'est mignon. C'est mignon. Franchement, Je- c'est cool. Je suis même pas sûr qu'on l'ait vu passer parce on a eu la chance de partir fin août, donc à la toute fin des vacances scolaires. Et là, à ce moment-là, c'était déjà un peu la rentrée, quoi. Donc là, il y avait personne, c'était trop bien. Donc je sais même pas s'il y avait un train. Juste pour nous, ils auraient peut-être pas fait rouler. Mon deuxième coup de cœur de ces vacances, qui n'est pas un vrai coup de cœur officiel du Contrecast, c'est la grotte du Pêche-Merle. Ça me Ça dégoûte. ça me débecte. Je raconte ma vie. En fait, je raconte ça comme ça, je réécouterai dans 10 ans pour me rappeler ce que j'ai fait aussi. Donc c'est c'est juste hyper. En même temps, moi, comme mon coup de cœur, c'est ta vie, quelque part. Oh Oh. Et donc la grotte du Pêche-Merle, donc c'est un centre préhistorique où il y a des peintures qui datent de plus de 20 000 ans, qui ont été trouvées par 3 enfants du village de Cabreret, donc André David, sa petite sœur Marthe et Henri Ah oui. du Tertre, Eh ben oui. Ah oui, qui ont, je crois qu'ils avaient Les entre fameux. 13 et 17 ans à peu près. C'était le 4 septembre 1922, donc oui, toi qui écoutes et vous trois autour de moi, c'était il y a 100 ans, donc c'était le centenaire, Voilà. c'était assez Non, cool. je me rappelle pas. Ok. Voilà. Et c'est cool parce qu'il fait frais. Quand il fait 30 degrés dehors et que c'est hyper lourd et tout, bah tu descends et là il fait 12 Ah, c'est degrés. cool. Et tout le temps. C'est cool. Donc j'aurais voulu vivre là-bas toute ma vie, moi qui n'aime pas trop le chaud dans la vie. Et en fait, je trouve ça assez impressionnant de découvrir que y a juste des gamins qui ont dit je suis sûr qu'on va trouver un truc trop bien aujourd'hui. On trouvait un petit trou, qui sont rentrés dedans sur je sais plus combien de mètres ça fait. Je l'ai pas noté. Et ils sont partis à midi, ils sont revenus à minuit et ils ont on a trouvé des dessins dans les grottes, c'est trop génial quoi. Et je me dis juste cette curiosité qui fait qu'on n'a peut-être pas encore tout trouvé aujourd'hui, et tant mieux. Et c'est assez impressionnant de descendre, de voir que c'est bien conservé, qu'ils font attention à l'éclairage aussi, de pas allumer constamment. Les visites sont hyper timées quoi. En mode on te dit alors attention, ça va durer 1 heure et on va pas trop s'arrêter quoi. Donc profitez bien quoi. Donc ils allument, tout le monde part, ils éteignent quoi. C'est vraiment trop stylé. Ah, ça, c'est cool. C'est où? Ouais. Ouais, c'est dans quelle région Eh déjà bien, c'est dans le Lot, donc 46, et c'est 14 € l'entrée. Voilà, et c'est bien, c'est très chouette. En fait, tu peux même aller plus loin dans l'expérience et prendre donc ça s'appelle un boyau qui a été emprunté par les enfants. En mode, tu rampes, tu glisses, t'es dans un trou. Sauf que là, c'est 150 € et c'est que quelques fois dans l'année, quoi. Ah oui, d'accord. Et ils ont fait sur les d'accord. 100 ans un événement, machin, un peu sympa de nuit. Donc, Ok. je pense que c'est assez cool à faire, mais moi, je pense que j'aurais pas pu le supporter d'être un peu coincé Ouais, dans la terre, ok, enfin, ouais. bon, un peu chelou. Mais ouais, de toute façon, j'ai mis un peu plus bas dans la description du podcast, enfin, j'ai donné à la chef qui a mis ça, mon profil, comment ça s'appelle, c'est Google Local Guide, où il y a un peu tout ce que j'ai vu, donc voilà, vous pouvez regarder ce que j'ai fait cet été, quoi. Il y a tous les restos, tous les lieux et tout. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de restos. Il y a beaucoup de restos, mais en même temps, c'est important de se ressourcer entre deux visites. Non, mais Oui. oui. Exactement. Mon troisième lieu préféré de ces vacances, c'est ce qu'on appelle un PBVF, plus beau village de France, Ah oui. à Saint-Cirque-la-Popie. Combien de fleurs village fleuri ou pas? Alors, j'ai pas vu le panneau, mais enfin, il y en a beaucoup des plus beaux villages de France. Ça respecte des conditions. Il faut une histoire d'architecture, faut pas que ce soit trop grand, faut pas que ce soit machin. Enfin, ouais, voilà, il y a plein de trucs, mais bon, il y en a plein en final. Mais quand tu les vois, tu comprends un peu pourquoi, parce que c'est hyper agréable de s'y balader. Peut-être pas d'y vivre, mais en tout cas, c'est assez cool. C'est vrai. Là, pour le coup, c'est sur une falaise surplombant un méandre du Lot, donc pas très loin du coup de la grotte du Pêche-Merle. Et comme indiqué sur le site, c'est un chef-d'œuvre de l'époque médiévale, en partie classé monument historique. Et pourquoi c'est connu? C'est parce que le poète et écrivain André Breton a vécu là-bas et en a beaucoup parlé. Et donc c'est reconnu parce qu'il y a 13 monuments historiques. Bon, il y a plein de trucs à voir, mais tout ce qui est église, et les ruelles sont hyper jolies. Enfin, vraiment, c'est super beau à voir. Et surtout, tu commences par grimper 100 mètres de dénivelé, mais assez vite. Donc déjà, tu arrives en haut, t'es crevé. Donc tu te prends une petite grenadine à l'eau au premier truc. Ah oui, resto que ça tu c'est trouves. important. Ça, c'est très important. Hydratez-vous aussi. Et ouais, puis en vrai, c'est quand même un village qui est assez cool. Il y a évidemment des géocaches en hauteur, donc c'est encore plus stylé. T'es content de mériter ta petite cache, quoi. Et on a vraiment beaucoup aimé ce petit village. Enfin, je dis on, mais là, c'est un avis personnel, mais qui est partagé quand même. Et je continue de ce tour de France avec les Baux de Provence. Donc là, il y a 2 choses dedans qu'on a vu en tout cas, c'est le château et les carrières de lumière.
Au niveau du château, donc lui, il date du 11e siècle, donc par les seigneurs de Beau, donc BAUX. C'est vrai que j'aurais dû le dire au début, mais donc ils ont été installés là-bas jusqu'au 13e ou 14e siècle, et après, il y a eu plusieurs en remaniement, réorganisation, reconstruction autour de ça. Et après, c'était un peu à l'abandon, quoi. Et depuis, c'est devenu un site touristique, évidemment, il n'y a plus personne qui vit là-bas. Mais pareil, c'est assez cool de grimper ça, de voir aussi le panorama qu'on a sur toute la région. Donc là, ça, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, tu vois jusqu'à Arles, tu vois d'autres trucs, j'ai plus tout en tête, mais voilà, pareil, t'as une histoire de petite randonnée, tu grimpes, tu vois un beau paysage, tu vois de la verdure, et juste tu respires et tu kiffes. Vraiment, c'est le genre de truc, étant à Paris, que t'as pas l'occasion de faire tous les jours, et même sans vélo, je me suis permis de... Ouais, bah en plus, t'as pas les cyclistes parce qu'ils peuvent pas passer par là. Déjà à pied, c'est chiant, alors en vélo, je m'imagine même pas. Mais non, mais c'est en tout cas vraiment très joli. Et voilà, tu vois aussi le château qui est un peu détruit, et tu fais une blague en mode t'as vu, il y a plein de carrés là, c'était pour les abeilles. Et en fait, non, c'est un pigeonnier, où en fait, ils stockaient leurs pigeons, et je vous laisse imaginer ce qu'ils faisaient avec pour envoyer les ancêtres détruits. Voilà. C'était un peu formulé bizarrement, mais oui, ok. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs pigeons, du coup? En fait, ils envoyaient des pigeons voyageurs. Donc, ils envoyaient des messages avant la poste, tu vois. Il y avait un monde avant. Mais t'as connu, toi? Moi, j'ai connu ça, ouais. Les pigeons. Voilà. Donc, non, c'est cool de voir. Bon, après, c'est pas hyper bien conservé. Et on a même vu des gens qui descendaient en rappel, en mode, ouais, machin, là, la fissure, c'est un peu chaud, va falloir faire un truc et tout. Et tu les regardes bosser, tu fais, bon, peut-être que dans 2 ans, ça va tomber. Tu sais pas. Donc, ils conservent, bien sûr, mais c'est marrant de les voir bosser et de dire, en fait, ça va être une galère à entretenir, quoi. Donc, pour que ça reste un peu joli. Et l'autre partie, donc ça c'est le matin, et l'après-midi on a fait les carrières de lumière, et c'est plus sympa de le faire l'après-midi aussi, puisque pareil il fait frais. Carrière de lumière? Ouais, en fait je sais pas si tu vois à Paris l'atelier des Lumières. Ouais. Non mais c'est pas une blague. Là c'est un truc c'est un bâtiment normal on va dire, là c'est des vraies carrières dans lesquelles ils projettent des vidéos sur tous les murs, poteaux et tout, et c'est différent. Ah c'est ouf. C'est différent mais c'est le même concept dans un lieu plus naturel, quoi. Et en fait on est rentré, t'as une vidéo qui est en cours. T'as toujours 2 programmes. Jusqu'à la fin 2022, t'as le programme long, c'est Venise donc du coup, je reprends un peu ton voyage. De Canaletto à Monet. Et après, il y a l'Infini Bleu de Yves Klein, qui est en programme court. Et en fait, ça s'enchaîne un coup l'un, un coup l'autre, avec des pauses au milieu. Et quand la lumière s'allume, tu vois un truc immense. En fait, tu te rends compte que c'est super grand, hyper profond, quoi. Et tu fais, ouais, en fait, c'est ouf comme lieu. Enfin, le fait d'être là, c'est hyper impressionnant, je trouve. En fait, tu peux t'asseoir à n'importe où et t'as une vision différente de la vidéo, quoi. Mais c'est des vieilles carrières? Carrières de... qui sont en dessous le château, en fait. Enfin, pas très loin en dessous, quoi. Ouais. Okay. Mais il fait complètement sombre, en fait. C'est comme si t'étais dans une salle de cinéma et là, ça s'allume et t'es dans une carrière, quoi. C'est ça. Soit c'est une grande grotte, clairement, qui a un peu été taillée pour que ça soit agréable à regarder aussi, mais voilà, qui est bien conservé. Hein. Donc c'est très chouette. Et voilà, donc comme je disais, l'atelier des Lumières aussi, qui fait... le même effet en plus petit et en moins naturel, mais qui est quand même très intéressant à voir à Paris. Ouais, si vous l'avez pas fait. Et ça, c'est donc Bouches-du-Rhône, comme je vous disais, pas très loin de Marseille, Arles, tout ça. Et on a payé 18 € les 2 visites. Voilà, si vous voulez vous prendre un petit billet, ça vaut le coup, vraiment, quoi. Et j'ai fait le tour de mes 4 destinations coup de cœur. Je vais faire un peu plus court sur les restos, mais parce que c'est quand même important de bouffer. Et si vous êtes vegan, bouchez-vous les oreilles. Parce que j'ai mangé de tout, voilà. J'ai pris 4 restos. Le premier, c'est l'eau à la bouche, alors avec un O accent circonflexe, hein, bien sûr. Ancien coiffeur, je pense. Il a voulu faire un petit jeu de mots. Donc ça, c'était à Cahors. Monsieur François. c'est notre premier resto quand on est arrivé. Donc c'est un peu tradi français. Avec, je vais pas lister les plats que j'ai mangés, mais très très sympa, bien présenté, machin, tout ça. Avec amuse-bouche, entrée, plat, dessert pour 30 €. Très bonne formule, franchement très bon resto à Cahors. Comment on trouvait ces restos aussi? Je l'ai pas dit, mais on regardait Google. Vraiment... on mange où ce soir, je sais pas, je regarde. Tiens, il y a un petit 4,7, ça a l'air pas mal les photos. Viens, on teste, quoi. Vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Ouais, voilà. Enfin, on n'avait rien programmé à l'avance. Non, ouais, je réfléchis. Non, il y avait. Non, c'était vraiment sur le jour même, quoi. Avec le risque parfois de voir ouvert et d'arriver devant et c'est fermé et de faire autre chose. Ce qui nous arrivait un soir. Et de mettre une étoile, du coup. Ah non, on n'est pas comme ça. Ah non. Ah non, pour le coup, par contre, j'ai mis plein de 5 étoiles. Et il y en a 2-3, j'ai mis 4 parce que c'est cher pour ce que c'est. Mais c'est bon quand même. Mais bon, voilà. Donc, non, je suis assez objectif dans mes avis. Justement, très belle transition avec le mât de Riri qui se situe à Celles, donc dans l'Hérault, non loin de Montpellier, avec un choix de plats assez limité. En fait, ils sont en bas d'un camping, ils sont pas trop chiés, ils se disent voilà, bon, on met 3 plats et les gens prendront ça. Une carte hyper dégueulasse en mode ils l'ont fait sur Word 15 minutes avant qu'on arrive, quoi, vraiment. Sauf qu'il y a une vue magnifique sur le lac de Salagou, donc qui est à côté de Celles, qui est un village abandonné, qui a une histoire particulière. D'ailleurs, je vous invite à la regarder. Je l'ai pas mis dans mes coups de cœur, mais
C'est un village qui a été abandonné. Ils ont essayé de faire un truc parce qu'ils avaient peur que ce soit inondé, mais en fait, ça n'a jamais été inondé. Donc, ils l'ont abandonné pour rien. Enfin, bref. C'était un peu. Ça, c'est marrant, ça. On va ouvrir un barrage et puis on va inonder tout le village. Ouais, ah non, finalement, non. Mais vous En pouvez fait, rester. si. Mais on est déjà parti. C'est ça. Donc, il y a un projet de reconstruire cette ville et d'aller investir dans des entreprises dedans. Ils donnent, limite, ils font un prêt gratos pour. Ah, c'est marrant. Maison à 1 euro et tout. Ouais, c'est dans Ouais. le style, quoi. Ouais. Donc, c'est assez marrant. Voilà, donc juste pour la vue, ce resto vaut le coup. C'est pas dégueu, mais j'ai mis 4 étoiles sur ma note, justement. Parce que Ah. c'est un peu cher pour ce que c'est. Ouais. Ensuite, t'as Carnegie Hall à Lyon 7e. Ça, c'est un resto de viande avec des gros morceaux de viande. Vraiment. Même moi qui suis très gourmand, j'ai eu du mal à finir. J'ai pris un onglet XL parce que j'ai fait un peu le bonhomme en mode c'est bon, c'est un bout de viande, quoi. Donc vous imaginez un bel onglet de bœuf, genre que vous pouvez prendre en resto, mais qui est déjà assez copieux, bah x2. Voilà. Et du coup, le premier, je l'ai déglingué. Et le deuxième, je fais, ça fait beaucoup quand même. 2 onglets. Ouais. Putain, ok. Le XL aurait dû m'avertir, mais j'ai fait le malin. Et c'est. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. C'est que j'aime beaucoup la viande rouge. Et très souvent, enfin, tout le temps, jusqu'en août 2022, quand on me demandait ma cuisson, je disais saignant. Et un jour, ça m'a saoulé parce que mon saignant est arrivé trop cuit. Maintenant, je demande bleu. Comme Ah ça, bah je suis oui. sûr que c'est pas trop cuit. Voilà, c'est tout. C'était pour partager. Je suis complètement d'accord avec ça. toi. Ouais. Mais que dans les restos un peu sympas parce que tu vas pas demander un bleu au Ouais, kebab, quoi, par ouais. exemple. Voilà, ce que je ne fréquente pas spécialement. Puis parce que c'est pas de la viande rouge aussi. Aussi, Aussi. tout simplement. Et le dernier de la liste, c'est l'auberge des Lys. Je vous laisse imaginer le jeu de mots. Parce que Encore un ancien. Encore un coiffeur. c'est encore un coiffeur. Ouais. Et ça, donc, c'est à Carcassonne. Alors, l'histoire, c'est qu'on ne devait pas aller manger là-bas à la base. Parce qu'on est passé devant un resto étoilé. On s'est dit, oh, trop bien, on va aller voir si c'est pas trop cher et tout. Ok, c'est abordable. Ce jour-là, donc, je suis habillé avec un t-shirt Mario blanc, mais délavé rose, Eh oui. et une casquette de New York Knicks. Et je rentre avec un short genre un peu dégueulasse, quoi, peut-être. Voilà. Et je bonjour, vous auriez une table pour ce midi? Ah, non, non. Et on m'a dit, c'est marrant, on vient juste de donner la dernière. Alors peut-être que c'est vrai. L'histoire ne le dit pas, on sait pas. Mais bon, on s'est dit, bah merci, tant pis, au revoir. Et au final, on a dit, bon, on va prendre un autre resto, on va voir. Google, ah, auberge des Lys, ça a l'air bien. Ok, on y va. Et c'était notre resto préféré des vacances. Donc comme quoi, merci le serveur de m'avoir viré. Et là, c'est... Alors ouais, trop bien. Mise en bouche, entrée, une espèce de méga burrata, ça je me souviens. Un plat, c'est poisson ou viande du jour. Fromage, pré-dessert, dessert. Là, tu te dis, putain, Pré-dessert. Dessert. Ouais, bah oui, normal. mise en bouche du dessert, quoi. Ouais. Remise en bouche, quoi. Et tu te dis, ah, mais ça doit Semi-trou coûter une normand. blinde. Non, on n'en a Oh pas eu non. pas de boisson. Et au final, c'était que 36 € pour un truc trop bon, quoi. Franchement, si vous passez par Carcassonne, il faut absolument y aller, c'était magnifique. Et puis en plus, c'est en plein cœur de la cité médiévale, donc en plus, Mm. c'est mérité après la visite. Vous avez Enfin, mangé du cassoulet? Pas du tout. Voilà, c'est pas dans ma Ça, liste. ça c'est fait. C'est ok. Désolé, mais on essaiera la prochaine fois. Au final, je suis trop content de vous avoir raconté mes vacances. Ça évite de le raconter comme ça en dehors du podcast. Et on a bien marché, on a bien mangé. On a marché tous les jours sauf un où on a fait un barbecue, mais on a reçu des amis chez ma tante, donc ça c'était cool. Ah oui, d'accord. Ok. Coucou Sidou, si tu nous écoutes. Et oui, et je suis pas rentré dans le game des billets de 0 €. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les sites touristiques. Tu mets une pièce de 2 €, il t'imprime un billet de 0 €, donc qui a aucune valeur en Ah, commerce, j'ai jamais mais vu ça. pour la collection, quoi. Moi qui aime bien les collections de cartes, des trucs comme ça, ça existe pour les billets à 0. Ok. En revanche, j'ai pris quelques pièces de 2 € monnaie de Paris parce que, Oh bon, là là. voilà, notamment à Uzès, où ils faisaient des bonbons, notamment dans la grotte du Pêche-Merle aussi, là. Je me suis fait un peu plaisir. Parfois, elles sont vendues à 3 € les pièces de 2. C'est un peu des bâtards. Il y a un autocollant de 3 € sur la place de 2 €. Mais bref. Et comme je disais un peu plus tôt aussi, si vous voulez voir un peu tout notre trajet pendant l'été, et ben vous pouvez aller voir sur Google Local Guide. Mon pseudo, c'est John Couscous. Voilà, c'est assez simple à retenir. Et j'ai vraiment tout noté de ce qu'on a fait. Et au pire, je vais rattraper le temps que ce soit diffusé le podcast. Et le résumé quand même de cette histoire, c'est que y a pas besoin d'aller très loin pour passer de chouettes vacances. Hein. On peut prendre son vélo ou une voiture. Après, c'est vous qui décidez. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on fait ça avec la personne qu'on aime. Voilà. Oh, Oh là là. C'est quelle beau, jolie putain. morale. Ouais. J'aime trop. C'est beau. J'ai écrit ça dans le métro. Ça me tarde d'en arriver, mais en même temps, c'est vrai, je le pense. Donc, Non, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, que tu partages une voiture, un vélo ou juste des chaussures de marche, quand tu passes 15 jours d'affilée avec quelqu'un, faut bien l'aimer très fort. Oui, Ouais. on a failli s'embrouiller sur le canoë, justement. C'est pour dire aussi, nous qui nous embrouillons jamais, enfin vraiment on s'engueule jamais,
Des fois, j'essaie, mais elle rigole quand j'essaie de l'engueuler, donc voilà. Le canoë, c'était un peu compliqué. Genre, vas-y, mais c'est toi qui rame mal. Mais non, c'est toi, vas-y, on descend, mais ça me saoule. Et ça a duré 5 minutes, hein. Mais bon, c'était chiant de faire du canoë dans les cailloux. Tu peux pas Faites ne pas ça. pas t'engueuler en canoë. Je crois que c'est pas C'est possible. impossible. En fait, pour ne pas t'engueuler en canoë, il faut prendre 2 kayaks. Je Oui, crois que c'est la seule c'est ça. façon. Génial philosophie. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça vous a donné un peu envie de voir des trucs que vous ne connaissiez Mais grave, pas ou- Mais de ouf. Je l'ai un peu speedrunné la Ouais, chronique, mais parce que là, j'ai oublié la moitié des villages, villes que tu as mentionnés. Donc, mais n'hésite pas à c'est bien écouter parce le- que tout est listé en description de ce podcast. Est-ce que mes amis Julie et Kyotrus ont des questions ou Moi, ça Des m'inspire, j'adore. Et il y a un truc aussi qu'on fait pas assez. Bon, c'est vraiment l'épisode de la décroissance. Hein. De toute façon, on nous a dit c'est fini. Déjà, on nous a dit déjà que c'était fini la borboche. Maintenant, on nous dit c'est fini le temps de cathédrales. pas des Non, cathédrales, c'est pas mais non. Elle est très jolie, hein. de comment on dit de l'opulence. Et ben parfois juste pas prendre l'autoroute et se dire genre ok, je décoche autoroute et voie à péage et je mets peut-être 1 heure de plus pour rentrer. Et ben parfois tu découvres des petits villages trop mignons et c'est aussi l'occasion de passer par des régions que tu connais pas et de dire ok, bah la prochaine fois je reviens et je fais un tour ici parce que ça a l'air bien mignon. Ce que j'ai pas dit, et vous allez me juger, mais c'est pas grave, c'est qu'il y a quelques villes qu'on a fait qui n'étaient pas du tout prévues. Enfin, vraiment, on a décidé sur la route, en mode je conduis et bon, bah, on peut aller là. C'est notamment parce qu'il y avait une journée avec un événement Pokémon Go Oh là là. et il y avait un truc qui changeait toutes les 2 heures dans le jeu. Et du coup, bah, je vous avais dit, je crois que c'était vers Rodez, ou je sais plus où, la Rodez et Villefranche de Rouergue. C'était des points stratégiques pour dire, bah ok, on sera là vers 13h, là vers 15h. Et aussi pour manger accessoirement. Et vraiment, bah, ça nous a un peu forcé, imposé en mode il y a quoi dans un rayon de 2 heures sur notre direction, quoi. Et ça a créé des vacances comme ça, donc comme quoi les jeux c'est bien pour découvrir la France. Donc cet épisode était sponsorisé par l'Office C'est du vraiment très tourisme de étrange. France. Cet épisode était étrange. Ouais, c'est vrai, hein, c'est une vraie histoire. Ouais. Je suis hyper sincère. Mais que truc, tu m'as jugé fort là. Je vois toi, et tu me juges encore là. Non, mais en plus, t'as parlé de plein d'endroits que j'adore, donc non, c'est cool. Que t'as fait un peu Tu connais Ouais, D'accord. l'Hérault, tout ça, Sainte-Afrique, Millau. Ouais. T'as pas fait les caves de Roquefort, eh, On peut pas tout faire. Hein. On est parti que 18 jours. parce que t'as là-bas, t'as la Couvertorade, t'as les Ah, gorges pardon, j'ai pas dit la d'Ardes, Couvertorade, comment c'est possible t'as le Je l'ai château fait. de Montaigu, t'as tout On ça. a fait et la c'est bien. Couvertorade. Mais j'y étais, tu vois, il y a 10 jours, donc C'est vrai je connais. Mais oui, pour Trop un bien. séminaire. Hein. C'est trop une ville de GN, ça. Tu viens de un GN de Ah fou bah oui, là-dedans, quoi. Vieille ouais. Pierre et compagnie. Oh hein. là là. C'est fabuleux. Et oui. Et ça m'a, ouais, et le fait de, tu vois, de rentrer dans des lieux comme ça, même un peu dans des cathédrales, des églises et tout, ça m'a donné envie de jouer à des Dark Souls, tu vois. Non mais vraiment, c'est en mode, enfin, Demon Souls et tout, je vois je fais, ah putain, j'ai envie de jouer à des jeux comme, enfin, quand je vois les trucs aussi grands, ça me, voilà. Tout est Non lié au jeu mais vidéo. ouais. Non mais en plus c'est vraiment cette région là, l'Hérault et tout ça. Moi j'ai mon associé qui est de là-bas. Il a une maison à Saint-Afrique et tout. Enfin, je raconte un peu ma vie mais bon. Et, J'ai fait que ça depuis 20 minutes. Hein. et donc on a eu l'occasion de faire un séminaire à une entreprise là-bas en faisant faire une murder party. Et puis bon, ils voulaient faire du canoë, de la rando, des trucs comme ça. Et en fait c'est une région qu'on adore là-bas et nous on aimerait bien faire plus de choses là-bas et de faire découvrir des choses un peu différentes. Que ce soit en faisant des jeux immersifs, mais aussi faire découvrir des régions. Et franchement, là-bas, c'est trop beau, quoi. Même au nord de touristique. Montpellier, t'as énormément de choses. Le GN touristique. Le GN touristique, mais rigole pas, c'est c'est exactement ça. Ouais, c'est. Ouais, ça fait tu vois, de ça. faire, de contacter, bah, on le fait, hein, d'essayer de contacter des lieux, des mairies, tu vois, même aller sur des îles où il n'y a jamais personne et des trucs comme ça. Et en fait, tu te rends compte que les régions, les municipalités, tout ça, sont friandes de ça. Mhm. Parce que souvent, c'est des régions qui tombent un peu en désuétude Ouais. en dehors des grosses périodes touristiques. Mhm. Alors que, voilà. Puis moi, j'ai toujours été... avec mes parents, on a visité la France de long en large, donc ouais, je te suis beaucoup là-dessus, quoi. Et on a même vu le viaduc de Millau de loin. Je crois que je l'avais jamais vu d'aussi près et je n'ai jamais roulé dessus. C'est ouf. C'est ouf. Mm. Enfin, tu vois, c'est un truc qui a été fait en 3 ans. Un projet incroyable, je trouve. C'est, ouais. Moi, Mm. j'étais. Ouais. J'ai C'est- vraiment kiffé ces vacances. Vraiment trop bien. 9,50€ pour passer dessus. Ouais, bah, on s'est garé à côté, sur le parking gratuit. On a marché pour juste le voir et voir l'espèce de petit musée à côté qui est pas hyper intéressant, j'ai trouvé. Mais bon, voilà, c'est vrai, plus voir la grandeur du truc. Hmm. Ouais, Non, c'est impressionnant, ouais. c'est très impressionnant. Comme toi. Julie. Bah oui, voyageons, démissionnons et voyageons Démission. toute l'année. Il y avait aucun rapport à la démission. Tu Bah, vois, moi j'ai compris que c'était le message. Hein. Ah non, non, j'ai T'as trouvé un commencé bout- par enfin, ça, quand même. J'avais déjà signé mon contrat d'après et tout va bien, il n'y a pas de souci.
Eh ben, merci John pour ces petites pépites de ton parcours autour de la France. Bien évidemment, toutes les références, tous les lieux touristiques, tous les temps forts, tous les restaurants que John aura fait pendant ces 3 semaines, vous les retrouverez sur son profil Google. C'est vrai. Et ben voilà, je pense qu'on clôture tout doucement cet épisode. Passons à la suite. Je suis obligée de préparer et d'amorcer toutes les intros et toutes les transitions 10 secondes avant pour que Cutrus comprenne. Ouais, parce que 10 secondes, quand même, parce que ça, j'ai le temps de comprendre. En plus, il y a 6 boutons, j'ai 5 doigts, donc... Ouais, mais ils sont tous de la même couleur. Mes doigts? Tes doigts. Tant mieux, c'est pratique. Ce serait pas de shitstorm comme pour le... Oh, Oh ça, là ça. là. Est-ce que ce serait pas l'heure, tout doucement, des coups de cœur? Sauf que, Ouais, il Alors, a j'en ai pas un. le droit. John, t'es Non, out. il a pas le droit. parce que t'en as balancé 17 dans la C'est ma mini chronique, ça compte pas. Du coup, on va pas commencer ni par John, ni par Cutrus. Parce Ok. que je sais que Cutrus en a 2. Non, c'était... Ah, on en a qu'un. Ah, j'ai le droit à 2? C'est combien Non, j'ai dit 1. Ah, d'accord, pardon. J'ai dit 1. Ok. Julie, donne-moi ton coup de cœur. Ok, je vais quand même commencer par Cutrus. Ouais, cool. Eh bien, moi aussi, en allant dans l'Hérault. Non, mais c'est vrai, en plus, ça commence comme Je suis ça. allée dans un restaurant, ça s'appelait... On est descendu en fourneau. voiture avec un ami qui nous a aidé à descendre le matériel dont on avait besoin pour travailler. Et c'est très drôle parce que il nous a dit mais c'est facile la route en fait, voilà, pouf t'as à 10 à 75, tac tac Clermont-Ferrand, pouf Millau, tu vois, c'est comme ça c'est écrit sur Pierre Michelin. Ouais. Et tu vois, et on discute et puis oui je fais mais On dirait Marseille. pourquoi on est encore sur la 10? Il fait bah je sais pas, c'est normal, t'inquiète, c'est facile quoi. Et il fait mais tu me mets le doute. Et je regarde sur mon GPS. Et je lui fais mon truc il marche pas en fait, vas-y vérifie sur le tien quoi. Et non, on était bien à côté de La Rochelle. Génial. Et là on a fait GPS. merde, attends, il y a un problème, donc on s'est tapé 5 heures de route de plus. Mais bizarrement on a pris ça très bien, personne n'était énervé. Et je viens à mon coup de cœur. Et en fait on s'est dit bon bah on va écouter des podcasts, des fictions podcasts, tu vois. Donc on a écouté La couleur tombée du ciel, ça je place un petit coup de cœur qui est disponible sur Arte. Je vous déteste. Mais c'est pas mon coup de cœur. Mais c'est pas mon coup de cœur. Et mon coup de cœur, c'est une erreur que j'ai faite lors du Comics Outcast 188, que je vous conseille d'écouter, car ça concerne le podcast qui s'appelle Batman Autopsy. Et Batman Autopsy, c'est un projet de DC où ils ont sorti en fait la même histoire, mais adaptée dans différentes langues et dans différents pays. C'est-à-dire que c'est pas juste une histoire qui a été traduite de l'anglais vers le français, l'espagnol, etc. Je crois qu'il y avait vraiment beaucoup, il y a 8 langues. Écoutez Comics Podcast pour avoir plus de trucs. Et c'est une histoire de Batman, donc à l'audio, qui a été vraiment écrite, adaptée en français, donc par des scénaristes français, un réalisateur français, beaucoup d'acteurs français, André Dussolier, Montalembert, celui qui joue dans 10%, etc. Donc vraiment beaucoup de super acteurs. Et quand je l'avais écouté pour Comics Outcast 188, vous avez vu écouter Comics Outcast, j'avais trouvé ça pas terrible, j'avais juste écouté les 30 premières minutes du premier épisode qui fait 1 heure, et j'avais trouvé ça pas ouf au niveau réalisation, tout ça. Et je me suis planté, parce que justement, on a eu plein de temps pour écouter ça dans la voiture, et franchement, écouter un podcast fiction dans la voiture, surtout avec Batman, quand il commence à faire nuit et tout ça, je vous conseille, c'est une pure expérience. Et en fait, c'est une petite pépite, ce truc Batman Autopsy. C'est vraiment hyper bien écrit. C'est très bien joué pour en tout cas tous les rôles principaux. C'est assez bien mis en ambiance. On s'y croit vraiment. Et justement, là où j'en viens sur l'adaptation française, c'est que c'est vraiment écrit en français. Dans le sens où, quand tu regardes un film américain et que tu as des traductions et des doublages, malgré le fait qu'on a quand même de très bons traducteurs et doubleurs en France sur les films, bah ça reste quand même des expressions qui sont traduites de l'anglais au français, que ce soit dans les sous-titres et tout ça.
Donc t'as quand même une patte américaine, quoi qu'on en dise, même quand t'es en VF ou quand t'as des sous-titres. Et là en fait pas du tout, c'est vraiment du français, c'est-à-dire que c'est comme si Gotham City c'était une cité française, tu vois, qui est du sud de la France. Et alors je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est... et ben en fait ça change tout, c'est vraiment... c'est du Batman à la française, sur un scénario original qui est quand même avec tout, qui est quand même américain, mais c'est du Batman à la française dans l'interprétation, dans les textes, dans les dialogues. Et en fait, c'est mortel. Franchement, j'ai kiffé du tout au tout. Dussolier, il joue un personnage vachement important. Dussolier à l'audio, c'est juste fantastique. Le méchant qui est interprété, je sais plus par qui il est interprété, c'est fou. T'as des répliques, t'as des tournures de phrases, t'as des intonations que tu pourrais pas avoir juste sur un doublage français d'une œuvre américaine. C'est incroyable, voilà, je vous le recommande. C'est 10 épisodes, c'est à peu près... le premier fait 1 heure et tous les autres font 20 minutes. Donc ça vous fait environ 3 à 4 heures, c'est 4 heures d'écoute. Et voilà, je vous le conseille. Pas forcément en voiture de nuit, mais bon, pourquoi pas si vous pouvez le faire. Et voilà, donc je fais un petit mea culpa sur ce que j'avais dit dans Comics Outcast 188. Et je vous recommande fortement ce podcast. On est toujours dans le contrecast. Vous n'êtes pas sur Comica. Ouais, c'est ça. Ton coup de cœur, c'était CO ou c'était ce podcast? J'ai l'impression qu'on a pris un erratum du Comica Outcast. C'est ça. C'est pas du tout un erratum parce qu'on n'a pas de coup de cœur dans Comics Outcast, donc je peux pas en reparler. Okay. Mais parce que c'est vraiment à part le film dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des 2 derniers mois là, c'est vraiment un de mes grands coups de cœur parce que j'ai vécu un truc de fou en fait. Et, c'était incroyable. Ça m'intrigue énormément. Je vais tester. Mais vraiment, c'est incroyable. Je vous le recommande. C'est fantastique. Et du coup, pareil, de toute façon, tous les liens de vos coups de cœur seront en description. Je vais me retourner vers Julie, tout doucement. Oui, alors moi, mon coup de cœur du moment, quand je rentre d'un week-end à vélo et que je suis crevée et que j'ai besoin de comater devant quelque chose, c'est une série Gogol, et une nouvelle série Gogol que j'ai découverte sur Netflix. C'est Wet Hot American Summer. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, j'ai découvert cette série et j'ai découvert aussi qu'il y avait un film en fait à l'origine que je n'ai pas encore vu. Donc je vais vous parler de la série pour commencer. C'est une série comique qui dépeint en fait une sorte de camp, colonie de vacances aux États-Unis. Un peu old school. C'est vraiment des cabanes avec un atelier macramé, une boom, un atelier comédie musicale. C'est dans le Larzac. Comment ? C'est dans le Larzac ? Non, c'est pas dans le Larzac, c'est dans le fin fond du pays des États-Unis, je ne sais pas dans quel état. Il y a des lacs, voilà, il y a des cabanes, et puis ils pêchent. Et il y a une tripotée d'acteurs de tout un tas de séries comiques pour la plupart, que vous avez déjà vu 10 000 fois et qu'on adore. On retrouve notamment, alors je reprends les noms des acteurs car je ne les connais pas par cœur. L'actrice qui joue Leslie Knope dans Parks and Rec, Ok. j'aime beaucoup. Celui qui joue également le personnage de Ben dans Parks and Rec. On retrouve aussi des acteurs qui jouent dans des New York Police Judiciaire. Enfin, vraiment, genre, tous ces seconds rôles qu'on a vus plein de fois et qu'on adore, mais il y a aussi un petit Bradley Cooper qui se balade dans cette série comme ça, tu sais pas trop ce qu'il fait là. Et donc la série en fait reprend, on le comprend, les personnages du film, et c'est tous les mêmes acteurs qui interprètent des rôles de mono en fait dans la colo. Donc il y a des ados mais qui sont joués par des vrais ados, mais aussi par des adultes, c'est un peu chelou. Et t'as les monos qui, comme souvent dans les teen movies, sont en réalité joués par des acteurs beaucoup plus âgés que les personnages qu'ils incarnent. Donc c'est hyper cringe, t'as des acteurs qui ont vraiment genre 35-40 ans, qui incarnent des monos de 18 ans, donc qui ont des perruques trop moches, qui sont habillés comme des gamins. C'est hyper drôle. C'est volontaire. Ouais, c'est volontaire. C'est malaise, comme on aime bien. Et donc, il y a une première série, c'est donc Wet Hot American Summer 10 Years Later, qui est sorti en 2017, qui reprend le cast du film de 2001.
Et il y a une saison 2 qui est encore 10 ans plus tard, donc plutôt avec un look 80s, et on retrouve le même cast, toujours là. Et c'est très drôle. Et toute la série, en fait, chaque épisode, c'est 1 heure de la journée de la colo. Donc, en fait, tout est très lent. Et en fait, c'est des micro-événements, mais qui sont en fait des dramas totaux dans la colo, font l'objet d'un épisode entier. Donc, chaque épisode, c'est genre 9 heures. Et donc, t'as de 9 heures à 10 heures, c'est l'épisode et tous les dramas qui se passent dans la colo. Voilà, c'est très, très caca-pipi, très rigolo. Allez-y. On adore. Et non, il y a un truc que Je vais j'adore, c'est regarder, que c'est sûr. le personnage de Bradley Cooper, donc qu'il a dans le film et dans la première saison, dans la deuxième saison, c'est un autre acteur qui interprète le même personnage. Mais du coup, ils l'ont grimé en Bradley Cooper. Ah, mais C'est vraiment non. très drôle. Et du coup, tu vois les photos de lui avant dans la saison précédente. Il fait genre, mais tu crois que les gens vont me reconnaître depuis ma rhinoplastie? Mais si, on te reconnaît, ne t'inquiète pas. Pas mal. Ok. Dispo sur Netflix. J'ai même pas vu si le film y était, mais je finis d'abord la série. Je regarderai le film après. Ok. Ah, c'est marrant, j'ai découvert aussi une série comme ça, tirée d'un film, c'est What We Do in the Shadows. C'est vachement bien, ça pourrait être un deuxième coup de cœur. Me caler. Attends, on est garde pour la prochaine fois. Je vous déteste. Tu peux le tutoyer. hein. Sinon, on fait un épisode que avec des coups de cœur. Hein. Ah oui. Ah bah voilà. Voilà. Et du coup, on a des mini-chroniques de 5 minutes. Ouais, c'est ça. Ok. En plus, ça doit être horrible. C'est genre, tu changes de sujet tous les. En fait, c'est un peu les cartes postales, quoi, finalement. J'allais le dire. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, c'est pas pareil, parce que les cartes postales, tout le monde C'est prend que des gens genre différents. 5-10 personnes. C'est vrai. 5-10 minutes. On finit par John. Ouais, ou on finira peut-être par toi si t'as un coup de cœur aussi. Mais le temps que tu réfléchisses, je vais donner le mien. Puisque vous le savez, j'aime les jeux. Vous le savez, j'aime les cartes. Vous le savez aussi, j'aime le sport. Les jeux de cartes. Et les jeux de cartes de sport. Et du coup, j'ai récemment, ça fait presque 1 an en fait, mais j'en parle pas trop. Je me suis inscrit sur un site qui s'appelle Sorare. Je pense que vous connaissez pas spécialement. Si, peut-être? Non. Non. C'est un site de Fantasy League qui à la base était pour du foot, où on a des cartes donc virtuelles avec lesquelles on peut jouer, et les scores des cartes et des joueurs qu'on met sur nos équipes reflètent la réalité. Donc s'ils jouent pas, ils ont pas de score. S'ils jouent bien, ils ont un bon score, etc. Et je suis devenu un peu accro à ce site parce que je vais dessus tous les jours. Et c'est en train de se... En fait, c'est une start-up française qui a levé des centaines de millions d'euros à un moment donné, tellement ça a cartonné. Alors, je vais placer les mots-clés NFT, blockchain Ouh là là, et crypto. Donc, On est dans le futur. Ça, c'est juste pour vous faire hérisser un peu les poils. Mais Décroissance. Pardon? Décroissance. Oui, voilà. Ça tourne un peu autour de ça. La décroissance par les NFT. On peut jouer de manière totalement gratuite, mais évidemment, je suis passé de l'autre côté. J'achète des cartes, je vends des cartes un peu tous les jours. Enfin bref, voilà, je suis rentré dans cette petite drogue-là, mais je me contrôle, donc ça va. Et j'aime beaucoup, ils sont en train de se déployer. Ils ont fait la MLB maintenant. Donc le matin, je me connecte pour voir quels sont les scores de la nuit. Enfin, je suis un peu devenu, je commence à comprendre le baseball alors que j'ai jamais regardé un match, quoi. Et là, il y a la NBA qui arrive très bientôt, donc j'en peux plus, quoi. En fait, ils vont, je pense, à terme mettre tous les sports et je pense que je vais passer trop de temps sur ce site. Quand j'en aurai marre, j'arrêterai, mais pour l'instant, j'en ai pas marre. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas, comme ça, vous aurez une carte gratuite et moi aussi. Voilà. Oh, le Non, mec. sérieux, tu mets un lien de... Ah, mais non. Non, je mets le lien Non. du site et il y aura écrit / John Couscous. Voilà. Est-ce que tu as un coup de cœur, Anya? Est-ce que j'ai un coup de cœur Pendant que Truss j'ai un réfléchit à coup le de bac cœur. des 5 étoiles. Non, j'étais en train de penser, vu que tu as mentionné baseball, je suis tombée sur un ancien film avec Brad Pitt. Mais vu que j'ai absolument pas la fiche Wikipédia sous les yeux, je peux absolument rien vous dire, mais je peux vous dire qu'il était cool. C'est un jeu, faut deviner ce que c'est, quoi. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Et je suis en train de me dire que je n'ai même pas. Le stratège. Ouais, exactement. Oh, il est trop fort. Exactement. Bravo. Et en gros, Brad Pitt joue le coach, enfin le manager, qui est supposé. Alors, j'ai plus le nom du job, enfin le job description en tête. C'est en gros, il recrute les nouveaux talents pour l'équipe de Auckland. Ça, je me rappelle Je pas. crois que c'est ça. Donc petite, qui commence à faire son entrée dans la grosse ligue parce que bon, il y a forcément les Yankees, il y a Boston, machin. Il y a les équipes, voilà, de assez classiques qui sont les grosses bottes du baseball. Et l'équipe d'Auckland qui est genre vraiment low budget, petite équipe qui commence à voir disparaître
les grosses têtes d'affiche du roster. Parce qu'ils se font recruter par d'autres équipes. Donc forcément, comme tout sport, ça se joue au contrat et à celui qui a le plus de thunes à mettre sur la table. Et du coup, il perd ses joueurs phares et il se dit comment je fais maintenant pour avec 3 fois moins de budget que les majors de la ligue pour recruter des gens qui puissent me faire gagner le gros championnat de l'année, tu vois. Et en gros, ça raconte comment ils ont rationalisé le système de recrutement sur le baseball avec des stats. Donc, ils engagent un mec, qui a aucun background en sport ni en baseball. Enfin, bref, il a fait les grosses écoles. Je crois qu'il a fait je sais plus. Il a fait de la finance, non? Ouais, il a fait de la finance, mais je sais plus. C'est une des grosses écoles, genre MIT, Yale ou je sais plus quoi. Et en gros, le mec, il a jamais bossé dans le secteur du sport et il dit, en fait, j'ai remarqué certains patterns et j'ai commencé à faire des stats et j'ai inventé un algorithme pour pouvoir évaluer la performance des joueurs. Et il commence à dire, en fait, là, tu vois, ce mec-là, il est estimé à tant de millions de dollars. En fait, il est à 50% de win rate, donc en fait, absolument pas rentable. Et complètement overrated, laissons-le. Et du coup, je vous raconte pas, mais voilà, c'est comment ils ont rationalisé ce process-là, comment la petite équipe d'Auckland a justement bondi sur ce truc-là et a été complètement défoncé par toutes les ligues en disant putain, les mecs ils connaissent rien au baseball et ils commencent à nous montrer des trucs chiffrés et tout. Enfin bref. Du coup, c'est basé sur une histoire vraie. J'ai pas forcément vérifié à quel point c'était véridique, à quel point les faits relatés s'étaient passés comme ça, mais en gros, tout ce qu'on sait, c'est que ça a eu lieu, que effectivement, ça a été un changement majeur sur le système de recrutement de la Baseball League, que ça a changé toute la game, que les gens ont commencé à devenir fous parce que avant c'était genre, tu vois, c'était du ressenti, tu vois, donc il y avait que les gens qui avaient joué ou fréquenté des bandes, qui avaient fait du baseball, qui pouvaient savoir comment recruter les grosses têtes d'affiche. Et du jour au lendemain, cette tendance s'est renversée et en fait on a commencé à questionner tout ce petit monde qui se sentait intouchable, qui était un peu l'élite dans le sport, dans le e-sport. Et ouais, c'est assez sympa, c'est bien relaté, c'est cool. Ça me chauffe de ouf. Parce que c'est ma façon de jouer au jeu de cartes. Je regarde pas les gens, je regarde les chiffres. Donc, c'est un petit classique en fait dans les films de sport. Ouais, mais en fait, alors peut-être parce que je suis pas forcément très film de sport et tout, mais surtout, alors ce truc-là, je suis tombée. Il est quoi, des années 2000 ou un truc comme ça? Ouais, il est pas tout jeune. Attendez, je regarde. Laissez-moi le temps de sortir la fiche Wikipédia. Je suis désolée, c'est un peu. 2011, pardon. C'est ce que tu cherchais? La date de. Ouais, 2011. Ah ouais, je voudrais ça plus jeune. 16 novembre 2011, effectivement. C'est réalisé par Bennett Miller, c'est dispo sur Netflix. Et c'est quand même. T'as Brad Pitt qui joue du coup le coach Billy et Jonah Hill. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Mais, je me demande même si c'est pas un de ses premiers rôles, Jonah Hill. Ah, c'est vrai? Ouais. Justement, je me posais la question. Parce que du coup, il avait l'air super jeune. Ouais. Il y a Chris Pratt aussi dedans. Je sais pas si c'est un gros rôle, mais. Oui. Chris Pratt, qui alors gros rôle, non, mais qui a le mérite d'exister. Okay. C'est un bourrin dans le film. Okay. Non, pas du tout. Ok. Et je crois que c'était. Je sais pas si lui, par contre, c'était avant ou après Park Rec. À peu près en même temps, je pense. Je pense en même temps parce qu'il avait le même gabarit. C'était avant avant le régime. Avant le régime Jurassic Park. Non, d'ailleurs, c'était avant. Non, c'était les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Donc voilà. Très bien. Le stratège. Avec des beaux jogging. Parce que t'es en train de regarder les images sur Coq. Moi, mon coup de cœur. Pardon. Non, arrêtez, stop, on arrête. Voilà. Mais merci pour vos coups de cœur. Est-ce qu'on peut toucher le bouton du podcast 3000 Est-ce qu'on peut dénombrer le nombre de coups de cœur qui ont été faits dans cette chronique? 5
comme le nombre d'étoiles que vous allez mettre dans... Ah putain, mais non, mais c'était pardon, trop c'est la vraie tôt, blague. mais c'est trop tôt. Je sais pas, parce qu'en fait, il y a eu 1000 coups de cœur, donc ça compte pas. J'appuie sur quoi en fait Celui-là, ce bouton-là. Appuyez Ouais. sur le bouton. Ah, c'est pas mal, on a trouvé le bon Il y bouton. a plus de fois. Je vais juste faire un petit récap de vos chroniques pour cet épisode. Du coup, Julie nous a parlé de bikepacking, que Truss nous a parlé de tout, partout, tout à la fois, dont le titre est Everything, Everywhere, All at Once. Et John de son tour de France. J'ai envie de dire des restos à chaque fois parce que j'ai marqué des restos. Mais, Non, mais c'est des pas fois, vrai. on a mangé un panini une fois parce qu'il y avait un Non, ouvert. mais donc toutes on les s'en photos que fout. j'ai vues passer sur Facebook, je te jure, c'était que ça, quoi. Enfin, pas sur Facebook, sur Insta. Ouais, bah, sans doute. Manger, c'est important. Mes tours de France. Merci encore à toute l'équipe pour vos superbes chroniques. Tous les liens et références des sujets chroniqués seront bien évidemment en description de l'épisode. Je vais juste faire une petite parenthèse pour nos auditeurs. Le Contrecast fait partie du VHS Vaisseau Hypersensas, association qui se finance via un Patreon dont on vous filera le lien aussi en description. Si jamais vous voulez nous donner un peu d'argent, d'amour aussi. Et d'eau fraîche. et d'eau fraîche, Sachant qu'on a déjà de l'eau et de l'amour. qu'est-ce qui Donc, vous reste? Du coup, La tata. voilà. Donc devinez ce qu'il vous reste à donner. On doit être l'un des pires podcasts du VHS quand il s'agit de cette parenthèse. Non, mais c'est bien de donner si vous pouvez, mais faut pas le faire. Ne Faut pas le, que ça... ne le faites pas si vous reste 1 euro sur votre compte. Ouais. Et que Enfin, après, vous s'il reste 1 avez- euro, si c'est bon, ils mettent 1 euro. S'il Ça reste 5 euros, Ouais, vous mais mettez c'est 5 chaud. euros. C'est C'est non. genre, Non, en vrai, ouais. Ça dépend le découvert Et ce autorisé. podcast est sans obligation d'achat. Hein. On le Ouais. rappelle, vous pouvez l'écouter gratuitement. Mais ça nous fait un plaisir de voir qu'on peut Ouais. renouveler les micros. Là, on a acheté un câble il y a pas très longtemps. Il faut qu'on en rachète un. Et c'est avec votre argent qu'on le fait, par exemple. Oui, Donc, puis merci tout n'est pour ça. pas gratuit, je veux dire. À un moment donné, voilà quoi. Non, mais faut être Pour sérieux. anecdote, alors j'ai joué un MMO un jour et j'ai commencé à faire des fan art et je demandais en fait parfois tu as des gens qui me payaient en vrai argent et j'ai un gars qui est venu vers moi et qui m'a dit un jour il me reste 1,70 € pour finir le mois, est-ce que tu peux me faire un dessin avec 1,70 €? Je lui ai dit, mais comment je suis supposée quantifier 1,70 €? Je sais pas comment. La signature. Tu as dit de partir du coup. Du coup, je lui ai dit, bah non, mais garde tes 1,70 €, il faut que tu finisses ton mois parce qu'il faut que tu achètes des pâtes. Ouais, c'est dur. Donc c'est chaud. Non, j'avais juste pas envie de le voler. Et je pense que c'était un pauvre étudiant qui avait pas grand chose pour finir le mois, quoi. Et c'est tout à ton honneur. Donc voilà. Bravo. Tout ça pour vous dire, donnez de la thune si vous pouvez, quoi. Mm. Je vais juste faire un petit tour des réseaux sociaux et des actus de chacun et de chacune. En commençant par John, du coup. Ouais, bah moi c'est John Couscous, partout tout le temps, Twitch, Twitter, Instagram, ce que vous voulez. Écoutez le podcast du John Cascast, je fais jamais la pub pour ça, mais C'est vrai, tu fais déjà. voilà. Ouais. C'est facile à trouver. Et sinon, des fois, je suis en fond dans le défaussé. Voilà. Comme par exemple, il y a eu 3 ou 4 épisodes où j'étais dedans et cette semaine, j'en enregistre 3, d'autres. 4. Ouais, bah c'est une soirée quoi. Une soirée de plusieurs jeux. T'es dans oui, le fond, d'accord, c'est-à-dire ok, c'est dans oui. le fond de la pièce ou tu- Dans le fond. Ouais, la pièce, c'est il y a tu une main l'entends. qui déplace les pions Et sur, je les regarde. sur le board et puis c'est lui. Et de temps en temps, il Je- pousse. C'est des jeux à 4-5 joueurs et j'avais fait une session avec Sam, enfin les 3 de base, et Nivrae en plus. On était tous les 5, c'était rigolo. Genre l'hippogramme, il y avait. J'ai plus les noms des jeux en tête, mais ouais. Donc des fois en fond. En fond dans les parties quoi. Oui. Vous pouvez parfois identifier ma voix. Ça, c'est- Cherchez-le. non, c'est- Cherchez-le dans les derniers défaussés. Voilà. Que Truss, où est-ce qu'on te retrouve? T'as figé sur moi là, c'est chiant le truc. Parce que vous voyez pas, mais Je suis il y a désolé. quelqu'un qui me regarde depuis ma chronique sur la viande là. Oui, bah, je te vois plus pareil. Ah merde. Tu vois, je te vois saignant, voire bleu. Bleu, c'est mieux. très, très, très dérangeant. On me retrouve dans Comics Outcast. On me retrouve 188. C'est bon, on a compris. Ouais, c'est bon. dans le 188. C'est bon, on a compris. Hein. On parle de Batman Autopsy. On me retrouve aussi sur la chaîne Twitch et sur le YouTube de l'Appel. Voilà, c'est ça. On retrouve. J'ai fait une petite table ronde aussi sur la sécurité émotionnelle dans le jeu de rôle et de GN Oh. au festival RUDC. Et vous pouvez retrouver ça sur la chaîne Twitch.
Voilà, et sur l'appel, il y aura aussi un autre épisode là qu'on va enregistrer avec le Chimérarium où on va revenir sur une murder party que l'équipe de l'appel a faite et qu'on a organisée. Et du coup, voilà, il y aura des questions sur comment on écrit ça, comment on l'organise, et voilà. Donc, si ça vous intéresse de voir un peu l'enfer du décor d'auteur de murder party, c'est l'occasion. Et on te retrouve un peu trop loin sur l'autoroute A10. Exactement. À La Rochelle. À la sortie numéro 3. C'est très bien La Rochelle d'ailleurs. Oui, ça. Puis on finit par Julie. Où est-ce qu'on te retrouve, Julie? Eh bien, vous pouvez me retrouver dans Whisperos, un autre podcast du VHS, reparti pour une nouvelle saison depuis le lancement de la série House of the Dragon. Donc, toutes les semaines. Pendant 10 semaines. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Il est l'heure pour John Couscous de nous montrer, De lever sa main. de lever sa main et de nous montrer. Combien il a de Combien doigts. Que dans la main droite, du coup. Non, mais t'avais une question tout à l'heure, mais on a fait trop de coups de cœur, donc je sais pas si ça passe. Oui, moi j'en ai fait un, t'en as fait un. Kétrus en a fait 2. Pas vraiment, parce que What We Do in the Shadows, j'ai pas eu le temps d'en parler, alors que c'est une super série de Tu l'as vampires mentionné. anglaise qui est tu très l'as drôle. mentionné. Tu l'as Et tu viens d'en parler, du coup. Voilà. Ah, mais non, ça compte pas. Je sais pas. Ça Non, compte mais ou pas t'as quand même Ça compte. parlé 2 fois de Batman Autopsy, ça compte double. C'est vrai? Tu as dit, même, je crois, je sais plus combien de fois, le 188. Combien de fois t'as dit ça? Je t'ai dit 5 fois. Oh mais non Ah, j'ai envie d'appuyer sur un jingle. Ah non, La prophétie se réalise. Et, du coup, ça fait 5 fois que t'appuies sur ce bouton. Hein. Je sais pas si vous voyez la tête de Cutrus, mais c'est un peu Chris Pratt, justement, dans Parks and Recreation, quand il apprend un truc de ouf à la fin d'une saison. C'est voilà, ce même assez connu. Et ouais, 5. Pourquoi 5 d'ailleurs? Parce que C'est le nombre d'étoiles à mettre. sur les applications de podcast préférées, au moment où tu écoutes ça, s'il te plaît. merci. Exactement. Voilà. Et créer plusieurs comptes, hein, je veux dire. Ouais. Faites pas. Voilà. Moi, ce que je fais à mon nouveau travail, c'est que je vais voir les collègues, je fais t'écoutes des podcasts, c'est trop bien, va mettre 5 étoiles et après tu peux l'écouter. Voilà, comme Attends, ça. vas-y, je te montre le mien. Voilà, voilà, hop, c'est ça. attends. Mm. Hop. Ou alors, si tu veux mettre 5 étoiles, file 5 boules, quoi, par mois, merde. 5 Pas euros, très 5 long, étoiles. Ce sera le nouveau 5 euros. Non, Cinq coups de mettez 5 cœur. étoiles. C'est ça ou 5 coups de cœur. 1 euro par étoile. Non, mais Voilà. donnez plus qu'un euro. Parce que sinon, on va avoir beaucoup Sinon, d'étoiles. c'est chaud, quoi. Sinon, ça casse la moyenne. Et toi, Nia, on peut te retrouver peut-être sur les internets? Plus trop. Je tends à disparaître des internets. Pourquoi? Parce que parce que j'ai plus trop le temps. Tu préfères jouer à des jeux indés Parce que déprimants? alors Project Zomboid, c'est un peu c'est un peu indé. Ouais, si, c'est un peu indé. C'est un peu indé, c'est un peu déprimant. C'est creepy, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça C'est coche bon, toutes les c'est cases. Mais sinon, Twitter, parce que j'ai encore un compte Twitter, mais je m'en sers jamais. Et puis voilà. Et puis. Si tu m'as répondu récemment pour dire oui, je regarde déjà la série sur Dahmer sur Netflix, par exemple, mais c'est pas ton coup de cœur. Oh là Ouais. là, faut Voilà. qu'on arrête là, il y a trop de coups de cœur. Ok, non, c'est pas un coup de cœur. Elle a pas dit. C'est moi Non, qui j'ai ai pas dit que c'était Ouais. un coup de cœur. En Mais, plus, mais ça a l'air, c'était cool. Dahmer, Zef, on avait déjà parlé dans l'épisode de Contrecast. Non, c'est pas lui, c'est moi. C'était toi. Oh là Ouais. là, pour Moi, moi, je c'est savais. Zef qui reprend les. Désolé, ça lui ressemble tellement les tueurs Non, en parce série. que C'est vrai aussi. tu sais pourquoi t'as l'impression que c'est lui qui l'a chroniqué? Parce qu'il m'a volé. Oh, Il c'est me vrai. l'a volé en live en mode je vais faire je vais tirer la couverture, je vais prendre ta chronique, je vais mettre ma science dessus. Et pendant 20 minutes, C'est vrai que c'est vrai, il y a un peu de ça. voilà, il y avait un peu de ça. C'est Mais dans bon, les c'est chroniques pas de grave. Zef, je pense. C'est pas grave, on t'aime, ce truc-là. Zef. Pas de souci. Mais je m'en rappellerai. Oh, Euh, ça commence comme ça, les serial killers. hein. Mais voilà, merci beaucoup pour cet épisode de reprise de la rentrée. Il sort un peu plus tard que prévu parce qu'on a eu les plus grandes vacances. Mais sinon, on reprendra le rythme normal d'ici les mois à venir. En attendant, merci beaucoup de nous être fidèles et plein de bisous. Merci à tous. Ah, merci 5 étoiles. J'ai un coup de cœur. On a encore le temps ou pas? Arrêtez! Oh putain. Vas-y, hein. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un épisode de coup de cœur. Et des fois, il y a des chroniques au milieu.